s'était rencontrés. Oh là là, oui, la fête d'anniversaire. Voilà, après je te laisserai te présenter quand même avec tes propres mots, mais Vas-y. donc je sais que je pense qu'il y en a qui viennent de la part d'Élise et d'autres qui viennent de ma part. On s'est rencontrés il y a 2 ans. À l'époque, je vivais au Canada, je vivais à Montréal, Ouais. et tu m'as contactée parce que donc Élise a une chaîne YouTube où elle interviewe des gens, et elle m'a dit, est-ce que tu veux qu'on fasse une interview sur ma chaîne YouTube? À ce moment-là, je rentrais en France pour fêter donc mes 30 ans à cette fête Burger Quiz, pas entre autres. Je passais l'été à Paris, je sais plus ce que je faisais. Et du coup, on s'est rencontrés peu de temps avant mes 30 ans. On a fait cette vidéo ensemble dans cet hôtel. Et peu de temps après, t'es venue à la fête. Et après ça, non, un peu plus loin, l'année d'après, 2019, quand les Transformative Sunday ont commencé. C'est ça. Et je t'ai dit, donc j'ai lancé mon projet de stage en groupe avec différents intervenants, différents co-thérapeutes. Et du coup, j'ai contacté Élise et on a fait ensemble un Transformative Sunday en avril. Dites-moi s'il y en a dans le chat. J'en ai vu passer. J'en ai vu passer. Bon, j'ai vu Mananda qui était là. On est ravis de vous voir, de vous revoir du coup 1 an après, parce que c'était il y a 1 an, c'était en avril dernier, donc c'était il y a exactement 1 an. Mon Dieu, c'est fou. Et on a fait un stage ensemble sur le lâcher prise à travers le corps, parce que donc Élise est aussi danseuse, et voilà. Et donc je te laisse te présenter maintenant. Et oui, oh bah, écoute, cette présentation était déjà top. Oui, non, mais déjà cette rencontre en fait où quand on s'est accroché, ça s'est fait tellement. La petite anecdote, c'est qu'on a tourné une vidéo où j'interviewe Louise, et c'était marrant parce que t'étais toute émue parce que c'était ta première vidéo, et en fait ma première interview vidéo. C'est ça. Dieu. Et on avait tellement accroché que en fait on est reparti ensemble, et on a resté parler 2 heures dans le métro. Enfin, c'était exact. Tellement c'était que super. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a connecté. C'est des rencontres où t'as l'impression en fait de te connaître depuis toujours, et t'as pas du tout l'impression que c'est la première fois que tu te parles. C'est complètement. Enfin voilà, il y a eu cette reconnaissance de famille d'âme dans laquelle on fait partie, et donc c'était hyper. C'était évident en fait. On se connaît hyper bien alors qu'on se connaît pas hyper bien. C'était ça, et en fait ça a été un coup de cœur. Donc après on s'est revus. Tu m'as invité pour co-animer ce Transformative Sunday. C'était une super belle expérience. On avait un très gros groupe. C'était dingue. Et oui, on continue de voir en plus le travail de tout le monde aujourd'hui. De voir l'évolution en 1 an de ceux qui ont fait les Transformative Sunday, de continuer à évoluer. Donc pour me présenter, je m'appelle Élise Bouskila, alias Élise Pom Pom Girl. Pour l'énergie positive, c'est hyper important. Et en fait, ce versant-là se joue sur les 2 côtés. En fait, je suis à la fois coach en énergie positive, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes hypersensibles à prendre confiance en elles et à trouver leur bonheur. Ça, c'est vraiment pas important, même si elles pensent qu'elles ont déjà tout essayé. Et en fait, je suis aussi danseuse et chorégraphe parce que pour moi, le lien corps-esprit est ultra important, et c'est sur ça qu'on s'était connectés aussi toutes les 2, puisque dans le Transformative Sunday, on avait fait bouger les gens. C'était important que ce soit pas juste descendant, on avait bougé tous ensemble. Voilà, c'était vraiment connecté au corps, et c'était important pour nous parce que je suis convaincue que cette confiance en soi, elle passe aussi par le corps. Elle passe aussi, voilà, cette énergie positive. Donc, voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ouais, je voudrais juste, avant qu'on parte sur l'hypersensibilité, vraiment en toute transparence, et parce que je pense que c'est important de le dire, mais je l'avais déjà dit, pour moi, ce Transformative Sunday-là a été, je pense, le plus dur de tout ce que j'ai fait. C'était la première fois pour moi, c'était la première fois que j'avais un aussi gros groupe et qu'on avait une aussi grosse salle, et en fait, j'ai pas eu l'intelligence d'adapter mes outils avec justement le nombre de personnes. Non, mais c'était la première fois que on avait plus de 25 personnes, je crois, je sais plus combien, c'était un super gros groupe. C'était une belle énergie, mais c'est vrai que ça a demandé des choix différents. Des choix différents, et du coup, voilà, je dis ça parce que c'est important de parler aussi de ce qui a été difficile et de ce qu'on a appris, quoi. Et hier, je parlais de obstacle is the way. L'obstacle, c'est le seul chemin, quoi. Et je dis ça parce que je pense que c'est celui où j'ai le plus appris. C'était un vrai remise en question. Parce que ça a été celui qui a été le plus dur pour moi, ça a été celui où j'ai le plus appris. Et après ça, j'ai eu des gros groupes aussi, des groupes de 25, et j'ai su du coup adapter les outils et adapter le rythme et gérer le cadre et gérer tout ça, parce que je l'avais fait avec toi déjà avant. Donc c'est important pour moi de pas que parler des réussites, mais aussi parler des épreuves qui nous ont fait grandir. Donc vraiment, ce Transformative Sunday-là, il est très particulier pour moi parce que
voilà, il m'a fait dépasser quelque chose, quoi. Mais ça, c'est top. Et donc, du coup, alors, moi, j'ai une première question pour toi. C'est, est-ce que déjà, à l'époque, t'étais spécialisée, enfin, tu t'étais, entre guillemets, spécialisée. Ah oui, pardon, attendez, je me présente pour ceux qui viennent de la part d'Élise. Oui. J'ai l'impression d'être en plus, du coup, j'ai mis sur Facebook aussi pour que les gens t'entendent. J'ai mis un live Facebook pour que écoute, super. les gens puissent faire des questions. Du coup, je me présente pour ceux qui viennent de la part d'Élise. Donc, moi, je suis psychosomatothérapeute, qui est donc une approche qui réconcilie le corps et l'esprit. Et je propose à distance maintenant, avant j'avais mon cabinet, maintenant je le fais à distance, des séances de psychothérapie et coaching. Vous êtes nombreux d'ailleurs à me demander tous les jours par message comment ça se passe. Alors tu fais des séances à distance, comment ça se passe? Ça dure 1 heure, c'est sur Messenger vidéo en général, c'est la plateforme que j'utilise, mais ça peut être FaceTime, WhatsApp, peu importe. Et c'est des séances, voilà, soit de psychothérapie, soit de coaching, soit les deux. Et ça peut être des séances en face à face ou allongées ou en phonique. Mais voilà, en général, je vous dis, envoyez-moi votre mail pour en savoir plus, etc. Et j'ai aussi créé ces Transformative Sunday, donc des stages où j'invite des intervenants à venir co-animer des stages avec moi dans l'idée de mélanger nos approches et de proposer une transformation complète, donc par le corps, par l'esprit aussi avec des outils d'analyse, du cercle de parole, des psychodrames, des choses comme ça, et transformation de l'âme aussi avec des outils plus spirituels ou énergétiques selon les personnes qui interviennent, quoi. Ouais. Donc voilà, comme ça on est présenté. Mais alors moi, la première question qui m'est venue, ce que je me suis dit quand tu m'as dit j'aimerais beaucoup faire ce live sur l'hypersensibilité, la première chose que je me suis dit, c'est est-ce que à l'époque déjà, c'est-à-dire il y a 1 an, tu te spécifiais quelque part déjà dans cette approche-là, ou comment ça t'est venu en fait de te dire bah moi en fait ma cam entre guillemets c'est les hypersensibles, c'est eux que je comprends, c'est eux que j'ai envie d'accompagner. Comment c'est venu ce déclic-là et à quel moment? Ouais, c'est une vraie question parce qu'en fait, je crois que j'en parlais pas aussi clairement il y a 1 an. Je parlais beaucoup d'énergie positive en fait, et je crois que j'osais pas encore bien dire vraiment que je m'adressais aux femmes hypersensibles, et même d'ailleurs sur les femmes parce que j'ai accompagné des hommes et je peux encore en accompagner, mais je me suis dit que j'avais besoin de parler aux personnes que j'accompagnais le plus. Et en fait, comment c'est venu? C'est venu que cette clarté sur le fait que j'étais hypersensible, ça, je l'avais déjà l'année dernière. Je l'avais déjà depuis plusieurs années. Moi, je suis hypersensible depuis toujours, évidemment, mais j'ai découvert le mot hypersensibilité il y a 4-5 ans. Et en fait, si tu veux, au début, je me disais juste, je suis une hypersensible et du coup, c'est ce qui m'aide en coaching à aider les gens à aller mieux. Et en fait, à force d'exercer, à force de coaching, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que les personnes que j'aide le plus, avec qui il y a vraiment des résultats extraordinaires, et en fait, mes outils, ce que j'utilise est tellement bâti sur cette hyper-empathie, sur cette sensorialité, sur cette connexion aux émotions, que je me suis dit, autant mettre un mot dessus et pouvoir vraiment aider les hypersensibles, plutôt que de se cacher derrière de la positivité pour tous. Et donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je mette des mots sur ça et que je me dise oui, je parle aux femmes hypersensibles parce que c'est comme ça que je les aiderai le mieux, ce qui m'empêchera pas d'ouvrir les outils à d'autres personnes. Mais sur les accompagnements individuels, j'y mets tout mon cœur, toute mon âme, et je me suis dit que j'avais vraiment envie de me spécialiser sur ça. Ce qui n'a pas changé grand-chose parce qu'en fait, les personnes que j'accompagnais étaient déjà des personnes hypersensibles, 95% de femmes. Et donc, du coup, ça a simplement été une affirmation de je veux vraiment continuer à explorer à fond ce sujet de l'hypersensibilité. Et en fait, je me suis découverte une mission qui a été je veux montrer un autre visage de l'hypersensibilité. Parce qu'en fait, tu sais, quand j'ai découvert l'hypersensibilité, au début, je me suis pas reconnue dans ça. J'avais un peu peur des étiquettes, j'avais un peu peur de ce que ça donnait comme image, et c'est pour ça que je parlais d'énergie positive. Donc, je parlais des mêmes problèmes, mais je parlais un petit peu moins du mot hypersensibilité. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était important aussi de savoir qui l'on est, pourquoi, qu'est-ce que c'est ce fonctionnement. Et donc, du coup, j'ai voulu vraiment arrêter de me cacher et vraiment parler d'hypersensibilité pour ce que c'est vraiment, et surtout parce que je voulais montrer cette image positive, dynamique. Oui, tu peux être hypersensible et faire plein de choses, faire tout ce que tu veux. C'est pas cette petite chose fragile, c'est pas cette petite chose timide. Ça peut l'être, mais c'est pas l'hypersensibilité, c'est pas ça. Donc c'était cette mission aussi maintenant de parler d'hypersensibilité pour montrer une autre image, quelque chose de positif, de dynamique, et de montrer surtout la variété de l'hypersensibilité, qu'il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensibles. Et ouais, et montrer que c'est pas une étiquette, c'est surtout une façon de fonctionner qu'il faut connaître et qu'il faut accepter et aimer et s'en servir pour le meilleur.
J'adore. Je suis fan. Avant de te poser une autre question, j'ai juste envie de rebondir là-dessus. J'ai fini la première trame, enfin la trame, on va dire numéro 1 là de mon spectacle, qui est pas du tout la version finale, mais on a fait une première trame avec ma sœur aujourd'hui. Ça y est, on a fini un peu ce premier travail ensemble. Trop cool. Et du coup, elle m'a rappelé, elle m'a remis en tête tous les sujets de mon spectacle et dont un dont j'aimerais beaucoup parler, qui est que nos plus grandes failles sont nos plus grandes forces. Et elle me disait, je comprends pas vraiment ce que tu veux dire par là, etc. Et en fait, je trouve que tu viens d'en apporter un exemple parfait. C'est-à-dire que quand tu deviens expert de ta propre faille et que tu l'acceptes et que tu l'embrasses et que tu dis c'est ça ma spécificité, c'est ça qui fait que je suis moi, et du coup je les comprends mieux que personne parce que je suis moi-même ça. Du coup, ça en devient, ce qui était peut-être ce que tu voyais en tout cas comme une faille avant, devient ta plus grande force. Exactement. Moi, je me suis toujours dit, le sujet sur lequel je peux le mieux m'exprimer en termes juste de parcours personnel, c'est la dépression, quoi. Je me sens vraiment une experte de la dépression. Et ce qui m'a fait souffrir pendant des années, ce qui m'a cloué au lit, parce que c'est quelqu'un hier qui me disait en message, j'aimerais bien que tu parles un peu plus de ton parcours, t'en parles toujours brièvement, etc. Et c'est vrai que quand je le vois, on n'imagine pas en me voyant moi ou toi, très dynamique, à faire toujours plein de choses, blablabla, que, en tout cas en ce qui me concerne, j'étais clouée au lit pendant des années, incapable de prendre une douche, quoi, tu vois. Donc voilà, donc moi c'est ça ma spécificité et toi c'est ça ta spécificité, et quand on embrasse en fait ces côtés-là de nous, quoi, alors c'est peut-être particulièrement vrai pour les artistes ou pour les thérapeutes ou ce genre de métier, je sais pas, je parle aussi que de ce que je connais, mais ouais, dire que quand on digue un sujet et on le travaille, et ben après on en devient un expert, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et donc du coup, alors est-ce que tu peux donner du coup ta définition de l'hypersensibilité, et en tout cas, quelle est la tienne aujourd'hui versus quelle a été la définition que tu as entendue il y a 4-5 ans où tu t'es dit, mais cette définition, je m'y reconnais pas, j'ai pas envie de m'y coller. Ça me fait un peu penser aux féministes, tu vois, qui disent non, je suis pas féministe, tu vois, qui ont un peu une image négative du féministe et qui veulent pas se coller à cette étiquette-là qui leur convient pas. C'était quoi la définition d'avant et c'est quoi ta définition maintenant? En fait, elle était plus ou moins proche de la définition d'aujourd'hui. Simplement, je pense qu'on parlait que du versant négatif. Et c'est ce qui m'a autant bloqué. C'était de toujours parler de ce qui n'allait pas. Et donc, en fait, autour de ça, tu as, on va dire, 3 grands piliers. Et on va distinguer l'hypersensibilité de l'ultrasensibilité, qui est le terme donné par Saverio Tomasella, qui est une référence dans le milieu. Donc l'hypersensibilité, ça va être 3 points importants. C'est l'hyperémotivité, donc les larmes. Et les larmes, c'est l'aspect négatif, entre guillemets. L'hyperémotivité, c'est aussi les joies extrêmes. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Et donc, tu vois, moi, quand j'ai découvert l'hyperémotivité, on me parlait que de quand tu pleures souvent de tristesse et que tu fais des downs et tout ça. Mais c'est aussi des grands ups. Donc, c'est vraiment la haute intensité en émotion, quelle qu'elle soit. Après, tu vas avoir l'hypersensorialité. Oui, tu en es c'est le magnifique exemple. Il y a l'hypersensorialité. Donc là, c'est vos 5 sens qui perçoivent à plus haute intensité là encore. Donc, par exemple, c'est pareil, on te parle souvent de je suis sensible au bruit. Donc, par exemple, moi, je sais que je mets beaucoup de boules caisses dès que je suis en déplacement, dès qu'il y a des sons insupportables. Mais c'est aussi ce qui fait que dans mes cours de danse, dans mes chorégraphies, j'ai une musicalité qui est propre. Je peux pas vivre sans musique. J'écoute la musique fort. Je suis sensible au bruit des oiseaux. Enfin, et donc ça, c'est le versant positif aussi de cette hypersensorialité. Donc, hyperémotivité, hypersensorialité. Après, il y a l'hyperactivité mentale. Donc, vraiment, cette action de réflexion qui fait qu'on a un peu toujours la tête remplie de pensées. Et en fait, ça, c'est les piliers décrits pour l'hypersensibilité. Et à ça, quelque chose que moi, au départ, je mettais dans le terme hypersensible parce que ça me concerne. Mais avec les récentes études, on a vu que c'était pas toujours systématique pour l'hypersensibilité. C'est l'hyperempathie. Donc, on est nombreux, mais c'est pas toujours le cas pour les hypersensibles. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et donc, on a cette définition qui s'appelle l'ultrasensibilité, qui est une fois que tu es aussi hyper empathique. Et donc, l'hyperempathie, c'est le fait de ressentir le monde, les autres, toute cette connexion qui n'est pas au départ à toi, mais que tu es capable de capter. C'est aussi cette très forte connexion à l'intuition.
Et voilà ce qui fait les grands piliers de l'hypersensibilité. Et donc la différence entre aujourd'hui ma perception, qui est que j'ai l'impression d'essayer de trouver une image à la fois très globale et surtout enrichie d'une variété infinie d'hypersensibilité, qui fait qu'il y a 4-5 ans, quand je l'ai découvert, je voyais plus ça comme uniquement l'aspect négatif. Mais ce qu'on comprend, parce que finalement, c'est dans le mal qu'on va trouver qu'est-ce qui se passe. Moi aussi, je me suis posé des questions parce que j'étais au plus mal. Mais donc, du coup, j'avais cette perception un peu négative, un peu fermée, et un peu de me dire, je cherche une solution et pas à m'enfermer dans une case. Et en fait, je pense que c'était tout autant une mauvaise perception de ma part que des clichés de l'hypersensibilité qu'on voit véhiculer partout. Parce qu'aussi, je fais partie des 30% d'hypersensibles extravertis. Donc là, ouais. Et donc, en fait, là aussi, l'aspect extraverti, c'est pas quelque chose dont on parlait énormément il y a 4-5 ans. On parle beaucoup d'extrême timidité, ce qui est effectivement un caractère très, très sujet chez les hypersensibles, mais qui n'est pas une norme systématique. Et donc, du coup, au début, je me disais, bah oui, mais c'est pas complètement moi, parce que moi, voilà, j'adore parler au monde et j'ai cette extraversion, je me recharge au contact des autres. J'ai une partie d'introversion, mais j'ai une grande partie d'extraversion. Je suis à 80% extravertie. Et c'est ce qui m'avait fait aussi me poser autant de questions, qu'aujourd'hui, à force de travailler sur ce sujet, sur moi, sur le développement personnel, sur la spiritualité, j'ai compris que non, en fait, c'est pas parce qu'il y a une grande majorité d'introvertis que je ne suis pas hypersensible, au contraire. Et ça, je n'ai pu le savoir qu'en allant creuser la question, en me renseignant sur le sujet et en comprenant mon fonctionnement. Ouais, hyper intéressant et beaucoup plus complexe, en effet, que c'est vrai que ce qu'on entend beaucoup des hypersensibles, c'est les éponges, c'est les personnes qui n'arrivent pas à se protéger, c'est les personnes qui prennent pour eux un peu tout ce qui leur appartient pas, quoi, l'hyper-empathie, comme tu disais. Mais je connaissais pas ces 3 piliers, en effet, d'agitation mentale, d'hypersensorialité et d'hyperémotivité. Exactement, quoi. Ouais. Et n'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions, à les mettre dans la box avec, j'insiste, parce que le chat, on ne le voit pas passer, il y a une box avec voilà, merci, avec un point d'interrogation. Et du coup, alors, et qu'est-ce qui a fait, donc aujourd'hui, tu accompagnes les hypersensibles, ouais. C'est quoi pour toi la différence, enfin, pourquoi tu as voulu te fermer, entre guillemets, te spécialiser là-dedans, et qu'est-ce qui est différent pour toi dans le fait d'accompagner des hypersensibles versus d'autres personnes, quoi. Alors, ouais, donc du coup, je me suis spécialisée déjà parce qu'en fait, je fais de l'accompagnement individuel. Donc aujourd'hui, j'accompagne très peu de personnes parce que je fais des accompagnements où vraiment je suis aux côtés de la personne pendant une année, ou du moins sur de très longues périodes. Et donc du coup, je sais que c'est les personnes que je vais le mieux aider parce qu'elles se reconnaissent dans mon parcours, parce que les outils que j'utilise, les méthodologies que j'utilise sont adaptés à un fonctionnement d'hypersensible. Et donc, du coup, je me suis dit... Tu peux partager deux, trois outils, c'est impartageable, hein. Enfin, c'est indicible, c'est dans le ressenti, c'est tout ça, mais comment se passent tes séances à peu près? Comment t'accompagnes? Qu'est-ce que tu utilises avec eux particulièrement? Alors, comment j'accompagne? En fait, j'utilise à la fois... Donc, moi, c'est à distance. Ça va être des appels téléphoniques et en fait je travaille avec certains modules en ligne. Donc en fait j'ai des modules où j'enregistre, où j'ai des PDF, et après en fait ça nous permet d'avoir à la fois cette avancée au fur et à mesure avec cet accompagnement en ligne qui permet d'avoir vraiment des exercices, on va dire, j'aime pas trop dire ça, mais voilà, des axes de réflexion. Des espaces d'exploration pendant la semaine. Voilà. Ouais. Et après, nous, on va faire le point tous les 15 jours, 3 semaines au téléphone, parce que je suis convaincue que tu ne débloques jamais autant que vers le conversationnel. Même, c'est pour ça que d'ailleurs, certains livres ne suffisent. T'as des gens qui vont se suffire des livres, et t'as des gens, ils connaissent les livres, ils connaissent les techniques, mais ils ont besoin d'avoir cet alignement avec ce qui se passe dans leur vie, etc. Et en fait, la spécificité de mon accompagnement, c'est un accompagnement où je suis aux côtés des personnes, je suis dans une sphère très amicale, c'est-à-dire, mes coachés, c'est mes copines, quoi. C'est un peu ça. J'ai ce rapport très proche. En fait, elles peuvent m'écrire 7 sur 7, 24/24 sur Messenger. Parce que, tu fais une insomnie, 2 heures du matin, tu t'es pris la tête sur une question dans ta journée, je veux qu'elles aient ce safe space libre d'expression où elles vont pouvoir décharger. Moi, je m'engage pas à répondre dans la minute, mais généralement, je réponds dans l'heure ou la journée qui vient. Et en fait, ça me permet vraiment d'être là au quotidien.
C'est pour ça que j'ai cette relation très proche. Donc, ça répond aussi à ta question de pourquoi les hypersensibles, parce que c'est celle que j'accompagne le plus, parce que mes outils, en fait, sont fondés sur les piliers que je vous ai cités. C'est-à-dire que les trucs que j'utilise se basent particulièrement sur l'hypersensorialité, sur la capacité de visualisation qui est très forte chez les hypersensibles, sur l'hyperempathie. J'utilise beaucoup l'hyperempathie pour désamorcer des situations. Tu vois, le relation avec une mère compliquée, par exemple, le sentiment d'injustice, la culpabilité, tout ça, je vais aller faire appel à ton hyper-empathie. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour moi. En fait, je pense que ça ne marcherait pas aussi bien avec des normaux pensants ou des hyposensibles. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de me dire, moi, je veux aider le monde. Tu vois, moi, je suis amoureuse de mes clientes, je veux les aider, je suis passionnée. Donc, pourquoi me mettre avec des gens où je ne prends que des gens où je sais que ça va vraiment les aider et où je vais me régaler de les accompagner vraiment au quotidien. Mais alors, moi, j'ai une question pour toi, de thérapeute à de thérapeute à coach. Comment est-ce que je sais que les thérapeutes et les coachs n'ont pas le même cadre. Hein. Ça, je sais bien que c'est des cadres totalement différents et que ce qui est hors cadre pour des thérapeutes. Et c'est pour ça que je ne suis pas thérapeute. Oui. C'est important de le dire. Mais alors, moi, ma question, c'est comment est-ce que tu te protèges, sachant que tu donnes une liberté totale, pour moi, qui est du coup hors cadre des séances, dans les personnes de comment toi, tu te fais pas bouffer là-dedans et comment toi, tu te protèges là-dedans dans la distance que tu as besoin de mettre quand même pour toi, pour ta propre Alors, j'adore cette question. J'adore cette question parce que déjà, il faut savoir que quand je me suis lancée, je me suis dit, attends, Élise, t'es hyper empathique. Je veux dire, tu pleures devant les pubs Ikea. Comment tu vas faire pour, tu vois? Je me suis dit, ça ne peut pas marcher. Et donc, j'ai fait un truc tout con, je l'ai testé. Donc, en fait, je me suis mise à l'épreuve. Et en fait, bizarrement, autant je peux chialer pour tout, n'importe quoi, tout le temps, autant quand je suis dans cette posture de coach, je suis tellement dans cette énergie positive que je me laisse pas bouffer. Et en plus, comme c'est des gens que j'accompagne, ça se termine toujours bien, si tu veux. On est toujours dans une fin où c'est pas juste, comment, si tu veux, moi, j'ai pas cette neutralité qu'un psy a. Je suis dans une sphère qui est qui est que, en fait, je suis pas, on est dans du conversationnel, vraiment. Et donc, du coup, l'idée, c'est de redonner de l'énergie positive. Comment je me protège? C'est très, très simple. Il y a une énorme barrière à l'entrée. Tu peux pas aller sur mon site internet et commander un coaching. C'est pas possible. Tu vas candidater. Si la candidature correspond à vraiment l'accompagnement que je propose et que je pense que je peux t'apporter quelque chose, on va faire un entretien. Et à la suite de cet entretien, si vraiment je suis convaincue qu'on peut travailler ensemble et que moi je me sens bien aussi avec mes clientes, eh ben là, dans ce cas-là, on est sur un point d'accompagnement. Et en fait, je n'ai que des nanas incroyables. Je ne travaille qu'avec des personnes. Des fois, on me dit, mais comment tu fais parce que est-ce qu'elles te harcèlent et tout? Non, parce que je travaille qu'avec des femmes fantastiques qui me respectent, qui aiment mon travail, qui connaissent ma façon de fonctionner. Donc, du coup, c'est des gens qui ont déjà passé, si tu veux, les étapes de sélection, entre guillemets, où je me suis assurée que notre caractère pouvait passer, que le feeling passait, qu'on était bien dans les mêmes attentes. En fait, je refuse beaucoup de gens. Parce que ça va pas être la bonne approche, je peux les réorienter vers d'autres thérapeutes, vers toi, vers des solutions plus orientées psycho, vers un psychiatre ou un psychologue si c'est le cas, ou vers un autre coach si c'est pas ma spécialité. Et en fait, voilà, c'est vraiment comme ça que je me protège. Et en fait, après, j'ai travaillé sur mon hyper-empathie qui est, je donne le meilleur, mais je ne suis pas responsable des émotions. Moi, je vais juste aller travailler sur ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'à la fin, c'est tellement toujours du positif, c'est-à-dire qu'elles vont partager du négatif, des fois des trucs durs, et en fait, au bout d'un moment, on va simplement aller, comment on peut voir ça différemment, comment on peut aller en tirer le meilleur, et donc, toutes nos discussions ou nos échanges terminent par du positif. Donc, pour moi, en tant qu'hyper empathique, c'est pas lourd. C'était plus lourd quand j'étais pas, si tu veux, pour moi, c'est plus pesant les messages que je reçois sur Instagram ou sur Facebook de gens qui veulent me parler de leurs problèmes sans que je puisse vraiment les accompagner, que mes coachés, tu vois? Et oui. Oui, je vois très bien. Ouais, et donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, je trouve ça très, très juste, ça, j'y pensais juste avant, je me disais, je savais qu'on allait parler de ça, de comment se protéger, comment mettre ses limites, comment dire non, comment savoir ce qui appartient à l'autre, ce qui nous appartient, enfin, faire tout ce travail-là, et je me disais, tiens, moi, où j'en suis par rapport à ça? Et je me disais, en ce moment, particulièrement, je pense avec les lives
aussi. Ouais. J'ai beaucoup plus justement de messages. On a beaucoup de questions qu'on va prendre après tout de suite. Ouais, avec plaisir. Je vois, il y a 14 questions, il faut absolument qu'on les prenne. Je partage juste ça, que en ce moment, en tout cas, la vie m'envoie beaucoup plus d'opportunités de me positionner justement et de mettre mes limites, sûrement parce que je fais plus de live et du coup ça crée plus de contenu et donc plus de réponses et donc plus d'échanges et donc plus de plein de trucs, de demandes, de machin. Donc ouais, moi je suis là-dedans en ce moment. Je vois très bien ce que tu veux dire, que le hors cadre, genre Insta, bon moi Facebook j'y suis jamais, mais particulièrement Instagram me force à m'ancrer, à m'aligner, à me respecter tous les jours avec le nombre de messages que je reçois, la plupart très gentils, mais ça peut être beaucoup. Alors attendez, je vais regarder les questions parce qu'il y en a 14. Vas-y. C'est une très bonne question. Je prends la première. Comment faire comprendre son hypersensibilité à son entourage? Oui, alors super question. Super question. J'en parlais récemment pour une raison qui est évidemment l'aspect numéro 1 serait la communication. Ça paraît réponse bateau, mais c'est vrai. Mais pourquoi c'est important de faire cette question-là? C'est qu'en fait, souvent, faire comprendre son hypersensibilité à son entourage, encore faut-il toi-même que tu te comprennes bien. Souvent, le problème, ça va être réussir à donner ce mode d'emploi pour se faire respecter. J'ai fait une vidéo récemment que j'ai intitulée volontairement « Est-ce que tu as bien éduqué ton entourage? Est-ce que tu éduques tes parents? Est-ce que tu éduques ton conjoint ?» Et ça, c'est éduquer son entourage à son hypersensibilité. Mais pour ça, encore faut-il comprendre qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Donc, petit 1, ça va être évidemment bien se connaître. Petit 2, ça va être le communiquer aux autres avec de la bienveillance et là aussi se rappeler que tout le monde n'est pas hypersensible, donc il faut comprendre que certaines ne comprennent pas toujours, donc le verbaliser. Le problème de l'hypersensible, c'est quoi? C'est que comme nous, on a généralement cette hyper-empathie, cette hyper-intuition, cette hyper-compréhension de l'autre, on a ce gros problème de penser que les autres aussi vont lire entre les lignes, vont comprendre entre nos pleurs, entre nos respirations, vont comprendre nos mimiques du visage. Et parce que nous, on les comprend. Sauf que ça, c'est penser que l'autre pense comme toi. Et donc, c'est compliqué. Et pourquoi je dis attention à la communication? Parce que c'est pas comme si c'était aussi simple. Dire des mots sur son émotion, sur son hypersensibilité, à son entourage en plus. On parle de gens qui sont les gens qu'on aime le plus au monde. Et donc, c'est pas forcément facile. Et donc, un élément que j'évoquais récemment, c'est parfois, si tu n'arrives pas à toi en parler, le mieux, c'est que tu en parles toi. Mais si tu n'y arrives pas, essaye d'utiliser la parole de l'autre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai fait une vidéo sur donc éduquer son entourage et j'ai reçu un message tellement touchant d'une femme qui m'a dit merci parce qu'en fait j'ai simplement montré ta vidéo à mon conjoint pour lui faire comprendre et en fait ça m'a aidé parce que j'avais du mal à trouver les bons mots à exprimer et puis ça venait de moi donc il y a un peu ce jugement donc je lui ai montré une vidéo de toi et en fait il me dit ah d'accord c'est pour ça et donc ça l'a fait comprendre. Donc si vous avez du mal à mettre des mots sur votre hypersensibilité, utilisez les mots des autres, un livre, une vidéo, peu importe ce que vous trouvez, n'hésitez pas à communiquer par tous les moyens, votre voix ou celle des autres. J'adore, je suis fan. Je prends une autre question. Pouvez-vous nous donner une réelle définition de l'hypersensibilité et comment savoir si on l'est? On l'a dit en début de live. Il y a 3 piliers qu'on peut redonner, qui est donc l'hypersensorialité, les 5 sens qui sont extrêmement développés, plus que la normale. En fait, hypersensibilité, le terme est un peu plus sympa en anglais parce que c'est highly sensitive person. En français, c'est hyper, tu sais, comme si c'était négatif. Alors qu'en anglais, c'est hautement sensible. Donc en fait, on est pareil que tout le monde, mais avec des amplitudes plus fortes, c'est tout. Voilà, c'est juste ça. Et donc, on a l'hyperémotivité, l'hypersensorialité, la réflexion, l'hyperactivité mentale. Et si vous êtes ultra sensible, notamment la connexion à l'intuition et l'hyperempathie. Voilà. Comment savoir si l'on est? C'est une bonne question. Là, c'est quelque chose de très personnel. Il y avait des tests. Je ne sais pas si Saverio l'a laissé sur son site. Pendant un moment, il y avait des tests dans le livre d'Hélène Aron, qui est une référence. Est-ce que tu peux le noter dans le chat? Alors, Hélène Aron, j'ai peur de l'écrire. Si quelqu'un peut l'écrire, Hélène Aron, dans le chat, si vous avez, parce que là, ça va être compliqué. J'ai peur que ça fasse sauter le live. Mais en tout cas, si vous tapez. Je le mettrai voilà. en swipe. De toute façon, si vous tapez hypersensibilité Hélène Aron, je crois que c'est Aaron. De toute façon, vous allez trouver les références. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, qu'elle avait mis un test avec des questions.
Après, rappelez-vous, il y a autant d'hypersensibles que d'hypersensibilité. Donc le mieux pour savoir si vous l'êtes, c'est de lire sur l'hypersensibilité, de vous renseigner, de vous informer. Voilà, il y a beaucoup de livres. Saverio Tomasella en français qui est une référence, Hélène Aron aux États-Unis qui parle énormément de tout ça. Et en fait, c'est de savoir si ça résonne en toi, tout simplement. Il n'y a pas de vrai test. Il y a beaucoup de psychologues qui aident à déceler ça, c'est-à-dire qui dans des patients qui sont perdus et qui ont des causes liées à tout ça, vont des fois dire tu es hypersensible. C'est une possibilité et en fait pas forcément un besoin de passer par un psy, mais ça peut être une option. Mais moi, ce que je vous recommanderais vraiment, c'est de lire, vous renseigner et vous questionner, si nécessaire, de vous faire accompagner. Je voudrais quand même dire enfin moi je me souviens vraiment être chez mon psy à 14 ans et lui dire texto, moi je me fais tsunamiser par mes émotions. J'avais vraiment ce sentiment de me faire happer par des vagues émotionnelles depuis que je suis toute petite. Je me souviens à 7 ans à l'école, enfin la maîtresse dit quelque chose, elle peut dire juste Louise, arrête de papoter ou de bavarder ou je sais pas quoi, tsunamisé par l'émotion. Et vraiment, et jusqu'à assez tard. Et je me souviens que mon psy, à 14 ans, m'avait dit, ça passera avec l'âge. Et à l'époque, je m'étais dit, bizarre cette réponse, ça me paraît un peu pourri comme réponse. Ouais. Mais en fait, c'est vrai. Je trouve que, pour le coup, j'ai toujours cette capacité à être très connectée à mon centre émotionnel et à faire laisser venir tout ce qui vient, etc. Mais cette sensation de se faire tsunamiser par son émotion comme ça, qu'on n'arrive plus à arrêter, qu'il y a un robinet qui n'arrive plus, je trouve que quand même, en travaillant sur soi, ça prend des années. Moi, mes tout premiers week-end de thérapie de groupe, si vous êtes venu au Transformative Sunday, vous voyez un peu à quoi ça ressemble dans les cercles de parole, et qui nous faisaient tous parler les uns à la suite des autres pour nous présenter, je ne pouvais même pas dire un mot. Je ne pouvais même pas dire bonjour, je m'appelle Louise. J'avais tellement d'émotions que c'était mon tour et que je devais parler. Il n'y avait rien qui sortait, j'étais tsunamisée par l'émotion. Et aujourd'hui, je veux dire, je fais de la prise de parole en public sans problème. Enfin, vous voyez, donc c'est même si ça prend des années, ouais. Je vous dis aussi un peu d'où ça vient. Et j'ai gardé les côtés, comme tu dis, positifs, même si j'aime pas cette dualité positif-négatif, ouais. Mais j'ai gardé cette hypersensibilité que peut-être j'en sais rien, peu importe, mais j'ai gardé cette connexion, en tout cas à mon centre émotionnel, sans avoir le côté très envahissant de l'émotion que je pouvais avoir petite, quoi. Alors, il voilà. y a Mananda qui vous a mis la référence, Hélène Aron dans les commentaires. Merci beaucoup Mananda qui a mis les références. Alors, moi, je réagis sur quelque chose qui m'intéresse quand tu parles de « ça passera avec l'âge ». Personnellement, c'est que mon avis, moi, j'ai un peu de mal avec cette phrase parce que... Oui, je comprends. Parce que, en fait, pourquoi je voudrais pas qu'on laisse croire aux gens que tu ne fais rien et passe. C'est un avis personnel. Moi, j'ai l'impression que toi, tu as travaillé sur toi et que c'est ce qui a fait que... Tu vois, c'est pas forcément que l'âge... Le fait de grandir, c'est 5 ans de thérapie. Voilà, exactement, parce que tu en as fait des choses, tu vois, qui font qu'aujourd'hui, tu sais gérer ce tsunami d'émotions, tu vois. Voilà. Il n'y a pas de... C'est pas... Faut y aller, faut le faire, quoi. Voilà. C'est le job, do the job. Quoi. Parce que, en plus, les hypersensibles vont souvent entendre ces phrases des gens qui sont plutôt hyposensibles ou qui connaissent pas bien l'hypersensibilité, du genre, toutes ces phrases qu'on te dit qui ne servent à rien. C'est-à-dire, si tu penses trop, genre, arrête de trop penser. Ou genre, moi, on me disait tout le temps, enfin, moi, je pleure très facilement de tristesse ou de joie, mais j'ai des joies excessives. C'est-à-dire que moi, pour ceux qui me connaissent, et toi-même, tu le sais, Louise, ma joie, ma positivité est extrême. Et quand j'étais jeune, on me disait toujours, il n'y a pas de quoi être autant contente. De la même façon qu'on me disait, il n'y a pas de quoi être aussi triste. Et en fait, pour te calmer, on te dit toujours, mais calme-toi, ou ça va passer, ou tu sais, par exemple, un truc que je déteste, c'est quand on se pose trop de questions, et des fois on me dit, tu te poses trop de questions, arrête de te poser des questions. Ben oui, non, mais tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'est aussi ce truc-là de d'où ça vient, comment tu peux trouver des solutions qui t'apaisent, etc. Et je sais personnellement tout le travail que tu as fait pour ça, et tu le mérites, c'est pas juste le temps, quoi, c'est tout ce que tu as appris à gérer. Bien sûr, mais je veux dire avec du travail et du temps. Exactement. Par contre, là où tu as tout à fait raison, et c'était peut-être ça où là, c'était que des fois, il faut se laisser du temps, en revanche. Et ça, c'est vrai. C'est quand tu vas planter des graines,
que tu vas prendre le temps de travailler sur toi et tout ça, il faut des fois aussi se laisser le temps. J'ai un de mes coachs qui dit une phrase que j'aime beaucoup, qui est que c'est pas parce que tu vas mettre 9 femmes enceintes que tu vas avoir un bébé en un mois. Et c'est un peu ça, c'est que des fois, il faut se laisser le temps de maturer. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parfois, avec du temps, en continuant à travailler sur ça, ça passe. Alors, comment contenir cette hypersensibilité pour qu'elle n'explose pas en public, par exemple? Ok, l'effet cocotte minute, caractéristique des hypersensibles. Généralement, tu as un peu deux façons d'exploser quand tu es hypersensible. Si tu es dans l'extraversion, même si je veux pas trop catégoriser les gens, mais on va dire que tu peux faire soit l'effet cocotte minute en mode tu dis rien, tu dis rien, tu dis rien, et tu exploses ta colère, ou tu verbalises, ou tu pètes un plomb, ou alors tu imploses, c'est-à-dire tu dis rien, tu dis rien, et à un moment il y a un truc qui se brûle en toi, qui se casse en toi, et c'est problématique. Je pense que et ça donne des maladies, des accidents, voilà, exactement. Des choses qui vont te faire du mal à toi. C'est soit tu extériorises, soit tu intériorises, mais c'est la même énergie, quoi. Exactement. Et alors, moi, je vais te dire, tu ne peux pas contenir. Je pense pas. C'est-à-dire, je pense pas que la solution, ce soit contenir. Ça, c'est pas bon. La question, c'est l'émotion, elle est là. Donc, si tu contiens, ça va péter. Moi, je préfère vous dire, émotionnellement, qu'est-ce qui a fait que tu gardes? Qu'est-ce que c'est cette émotion au départ? Et comment faire en sorte que, justement, ces émotions s'expriment au fur et à mesure? Donc, justement, c'est tout sauf contenir. Pour moi, si tu veux arrêter d'exploser en public, arrêter d'exploser avec ton conjoint, moi je sais que j'ai fait l'expérience, que je ne fais plus aujourd'hui. J'ai un de mes ex, je me suis souvenue de ne m'avoir rien dit et ça lui a pété à la gueule du jour au lendemain, le pauvre a rien compris quoi. Et je me suis dit de ne jamais refaire ça. Donc, si tu veux, je te conseille de ne surtout pas contenir. Et pour ne plus exploser, ça va être de gérer ses émotions au fur et à mesure qu'elles arrivent, d'aller les traiter, d'aller les accueillir, d'aller les accepter. Et donc, il n'y a pas à contenir. Si tu contiens, ça va exploser. Très, très juste. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup faire des séances allongées pour permettre de vivre, j'arrive pas à prendre les autres questions, pour permettre de vivre ces émotions et de les laisser sortir en séance, quoi. C'est quand même à ça que servent les séances. Alors, as-tu suivi une formation de coaching ou as-tu développé ta propre méthode? Ah, intéressant. Oui, alors non, j'ai pas suivi de formation de coaching. C'est vraiment un parcours qui a été tellement rocambolesque pour moi. Je me suis vraiment posé la question et c'est une très bonne question. Pourquoi? En fait, moi, j'ai un parcours de vie que je vous invite à aller découvrir parce que je vais pas vous faire 30 minutes sur ma vie. Mais globalement, j'ai un parcours qui n'a rien à voir. À la base, le diplôme que j'ai, c'est un diplôme d'école de commerce. Aucun rapport. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi-même, j'ai traversé des épreuves. J'étais d'abord donc diplômée d'école de commerce et j'ai lancé ce programme de danse pom-pom, confiance en soi, pour se sentir bien, qui était ouvert à tous, pour changer les clichés, pour aller combattre ces problèmes de morphologie, pour aller se connecter à son plaisir, à la danse et accepter son corps. Et en fait, j'ai commencé à accompagner, sans même m'en rendre compte, mes élèves. Et en fait, j'avais cet accompagnement où j'étais pas que prof, où j'ai vraiment tissé des liens, j'ai commencé à accompagner gratuitement des gens. Et en fait, c'est des gens que j'accompagnais qui m'ont dit « Élise, tu as changé ma vie ». Et là, je me suis dit « Ok, il y a quelque chose ». J'ai pas été la seule, c'est des gens qui m'ont dit « Mais regarde ce qui se passe ». J'ai vraiment eu des déclics de par les gens que j'ai aidés. Et en fait, si tu veux, j'ai eu des demandes de coaching avant de proposer mes coachings. Après, je me suis posé la question, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se forme? Est-ce qu'on se forme? Oui. Est-ce qu'on se fait certifier? Non. C'est le choix que j'ai fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une formation de coaching, c'est juste pour pouvoir dire je suis coach certifié. Évidemment que tu apprends des techniques de coaching, évidemment que c'est très bien. Moi, si tu veux, j'avais déjà eu des gens qui appelaient à mes services avant d'avoir ce coaching. Après, aujourd'hui, je continue du coup de lire, de me former, de me faire accompagner et donc d'augmenter ma palette de compétences et moi-même de travailler sur moi. Faut pas se mentir, c'est un travail de tous les jours. C'est pas comme si moi j'avais fini mon chemin. Je travaille sur ma confiance en moi, sur mon hypersensibilité tous les jours et je continue d'apprendre tous les jours. Mais par contre, j'ai fait le choix de pas me faire certifier. Déjà, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça m'apportait et deux, à un moment, je me suis dit que si je me faisais certifier, je ne le dirais pas. Parce que j'aime travailler avec des femmes qui me font confiance pour ce que je suis. Et pas pour un bout de papier. Pour des techniques, pour ce qu'ils ressentent, pour leur feeling et qui me font vraiment confiance et qui ne vont pas s'attacher à ça comme tu m'apportes la solution parce que tu as le papier diplômé de machin. Moi, j'aime que les gens me fassent confiance moi et sachent que le travail va venir d'eux, que je suis là en tant qu'accompagnante. Et donc, du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, non, je vais pas le faire et si je le ferais, de toute façon, ce serait juste pour moi, pour améliorer mes techniques de coaching, etc., mais pas pour le revendiquer.
Intéressant. Et du coup, oui, tu as développé ta propre méthodologie. Exactement. Mais à partir de, j'imagine, donc en fait, je pioche dans. Exactement. Je pioche dans ma propre expérience. Évidemment, c'est souvent assez porteur parce que je partage en toute authenticité dans mes vidéos YouTube ma phase de dépression, les problématiques que j'ai eues, les maladies que j'ai eues, comment je les ai combattues, etc. Donc oui, parce que j'ai vécu, par tout ce que je lis aujourd'hui. Là, je suis en train de lire un livre mais incroyable de Dale Carnegie sur la gestion du stress, qui est génial. Donc je continue à lire. Qui s'appelle Comment gérer les situations de stress, je crois, quelque chose comme ça. Ok, tu le mettras en story. Je mettrai tout. Ouais, parce que là, je suis pas sûre que ça passe. Et en fait, je continue. Alors après, je peux utiliser des outils de PNL, je peux utiliser des outils des propres à l'hypersensibilité. J'utilise énormément de développement personnel. Et après, des choses que je crée, des choses qui existent depuis la nuit des temps, faut pas se mentir. T'as des principes de vie qui s'appelaient avant d'ailleurs la croissance personnelle, avant de s'appeler du développement personnel, qui existent, mais depuis des millénaires. Et des fois, quand tu lis des choses, je te dis, mais en fait, ça a toujours été là. Comment ça se fait qu'on n'est pas mieux formé dans notre école? Donc oui, en fait, j'ai ma propre méthodologie qui est à la fois de mon vécu, de ce que j'apprends, de ce que je crée et de ce que je trouve de bon dans ce qu'il existe déjà. Of course, same here. Comment fais-tu pour couper les échanges avec les clients au bout d'un an ou à la fin du coaching? Comment est-ce que tu clôtures tes coachings? Alors oui, et du coup pour l'instant j'accompagne sur 1 an, ça peut changer d'ailleurs, hein, je peux décider que ce soit 6 mois, etc. C'est vrai que pour l'instant ça me fait plaisir de revivre ça. En fait, comment je coupe, c'est que c'est pas une coupure. Je dis toujours à mes coachés, j'espère ne servir à rien dans les 3 derniers mois. C'est complètement con, mais c'est un peu ça, parce qu'en fait, je propose 1 an. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, la période en ce moment de confinement en est la preuve. La vie, c'est pas toujours prévu, t'es pas toujours dans la même énergie de coaching, tu vis pas tous les trucs, etc. Et donc, le fait d'accompagner 1 an, ça fait que si en ce moment, surtout en tant qu'hypersensible, t'as besoin de voir personne pendant 3 semaines et que t'as plus envie de travailler sur toi, t'as besoin de repos ou t'as un truc, bref. Ça se laisse du temps. Mais en fait, c'est dégressif, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de travail de bilan au départ. Après, on travaille au final sur ce que rencontrent mes coachés au quotidien, dans le problématique du quotidien. Et en fait, j'essaye de faire en sorte que les derniers mois ne servent à rien. Parce que du coup, c'est-à-dire que je sois là en support pour enfin, ce que je veux, moi, c'est que les gens que j'accompagne soient à la fin en autonomie. Je veux pas être, voilà. Donc en fait, j'essaye de faire en sorte qu'à la fin, mes coachés viennent juste me raconter à quel point leur vie est géniale et leur victoire, que je sois toujours là en soutien. Et après, je garde des liens avec mes anciens coachés d'ailleurs, qui viennent me raconter, voilà. Donc c'est pas des gens que je continue à accompagner, mais du coup, c'est des gens que je garde. Et en plus, comme j'ai cette relation très amicale avec les gens que j'accompagne, c'est des gens qui, je pense, resteront toujours dans ma vie. Et donc voilà, c'est pas une fracture. Et si la personne en a besoin, elle peut évidemment demander un accompagnement supplémentaire. Je peux proposer des offres de suivi ensuite, si la personne nécessite d'avoir encore un peu plus de temps ou souhaite encore m'avoir à ses côtés pour la suite. Intéressant. C'est vrai que c'est très différent de la thérapie où c'est intéressant cette question. Je dis c'est pas du tout le même cadre qu'en thérapie. En thérapie, il n'y a pas de, je dis pas ça va durer tant de temps, quoi. Il y a pas de, c'est pas méthodologique, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus intuitif et les gens viennent autant de temps qu'ils veulent venir, quoi. Ils viennent autant de temps qu'ils en ont besoin, quoi. Quel lien entre hypersensible et adulte à haut potentiel? Alors, je crois que c'est une bonne question quand même parce que c'est souvent des choses qu'on voit être mis ensemble, les zèbres, les machins, les trucs. Alors, c'est une très bonne question parce que du coup, c'est les personnes qui sont atypiques d'un point de vue neuro-atypique, c'est comme ça qu'on les appelle. L'hypersensibilité en fait partie, mais c'est particulièrement le cas pour les zèbres et les hauts potentiels. Moi, je précise que ce n'est pas ma spécialité, donc c'est pas mon domaine de compétence. Donc, je vais faire une petite parenthèse dessus. Vous avez des gens qui sont spécialisés vraiment dans ces questions, mais en fait, pourquoi on parle souvent des deux? C'est que dans les hauts potentiels, l'hypersensibilité est une caractéristique très présente. Tous les hypersensibles ne sont pas haut potentiel. Je sais pas si l'inverse est vrai, je ne sais pas. Donc comme je ne sais pas, je préfère pas dire des choses. Je ne sais pas si tous les hauts potentiels sont hypersensibles. Et par exemple, moi, je sais qu'on m'a déjà posé la question et que chacun a son petit diagnostic. Il y a certains de mes coachés qui pensent que je suis au potentiel. Moi, j'en sais rien. À vrai dire, je m'en fous pour l'instant parce que j'ai pas eu de problème lié à ça. Donc en fait, le lien, pourquoi il est là? Parce qu'en fait, souvent, on a associé les problématiques
souvent les personnes au potentiel ont cette hypersensibilité-là. En revanche, je préfère pas m'étendre sur le sujet, évidemment, parce que c'est pas ma spécialité. Je voudrais pas dire des choses qui ne sont pas très pertinentes. Moi aussi, on me demande souvent si je suis au potentiel et je réponds je n'en sais rien et je m'en branle. Oui, d'ailleurs, tiens, je précise, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, effectivement, moi, par exemple, dans mes coachés, je suppose qu'il y en a qui sont au potentiel. C'est fort possible. Mais la question, c'est que c'est pas ce qui leur pose problème. À l'inverse, tu as des gens qui sont au potentiel hypersensible où leur hypersensibilité ne leur pose pas de problème, mais leur haut potentiel, oui, dans leur communication aux autres, etc. Donc, posez-vous la question aussi si qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et effectivement aussi, les tests au potentiel aujourd'hui sont malheureusement très fermés. Enfin, si tu veux vraiment avoir un accompagnement, de ce que j'en sais, j'ai une amie, Tévicon, qui est spécialisée dans le haut potentiel et qui qui elle-même est HPI. Et donc du coup, je lui ai posé la question, elle m'a dit aujourd'hui c'est quand même des tests qui sont très compliqués, très lourds. Et aujourd'hui, si tu n'as pas une vraie problématique à régler avec ça, c'est peut-être un peu compliqué. Donc c'est juste mon expérience, mais dans ce cas-là, je vous invite à vraiment vous renseigner avec des spécialistes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à la contrôler, votre hypersensibilité, à la brimer? En fait, non! Pourquoi la brimer? Vous êtes fous! Pourquoi? Alors. Non! On ne souhaite pas, ce n'est pas notre désir de brimer ou de contrôler. Alors, ni brimer, ni contrôler, ni encapsuler, ni restreindre, ni limiter, ni tout ça. Au contraire, je l'exprime. Tu vois, c'est que depuis que j'ai appris que j'étais hypersensible, que je comprends ce que je suis, simplement, je m'accepte, je m'assume et je m'ouvre. Simplement, j'ai arrêté de m'excuser pour d'être qui j'étais. Si t'aimes pas mon extravagance, si t'aimes pas ma joie de vivre et que t'aimes pas mes downs, on travaille pas ensemble, on vit pas ensemble, on n'est pas amis, c'est pas grave. Il y a pas de souci, il en faut pour tous les goûts. Aujourd'hui, l'hypersensibilité, c'est autour des 20%. On est en train de se rapprocher des 25-30%. Mais aujourd'hui, les dernières études sont dans les 20-25%, je crois. Ce qui est beaucoup. Et ce qui n'est pas tout le monde, donc on peut pas plaire à tout le monde. Donc non, ne contrôlez pas votre hypersensibilité, ne faites pas ça. Apprenez à la connaître, après à l'aimer comme votre meilleure amie en fait. Voilà, moi juste à un moment j'ai compris que j'étais pas folle, que j'étais pas dingue, que j'étais pas complètement allumée, que j'avais le droit d'être très contente, que j'avais le droit d'être très triste, que j'avais le droit de pleurer. Oh là là, et moi je pleure dès qu'on applaudit les soignants, c'est une catastrophe. Enfin, j'ai ce truc-là dès qu'il y a de la musique. Alors la musique, ça me fait vibrer. Et alors j'ai des joies. Enfin, si vous me connaissez, si vous venez dans mes événements, si vous nous voyez avec Louise, alors si vous nous mettez avec Louise toutes les deux, c'est pareil. Voilà. Donc non, ne vous brimez pas. Apprenez à vous connaître, à vous aimer, à vous faire confiance. Pourquoi je travaille sur la confiance en soi? Parce qu'en fait, c'est important de dire que je ne travaille pas sur l'hypersensibilité. Je travaille avec des hypersensibles. Mais moi, je vais pas te dire, oui, ton hypersensibilité est comme ci, elle est comme ça. Non, je travaille avec des femmes hypersensibles et on va utiliser ces forces-là. Mais moi, je travaille sur comment les femmes hypersensibles peuvent prendre confiance en elles. Je dis toujours cet exemple, être hypersensible, c'est une caractéristique, ce n'est pas une maladie. D'accord? C'est hyper important. Et donc, par exemple, moi, je fais 1m60. Je suis un petit gabarit. Est-ce que je vais me faire pousser des bras? Non! Tu vois, je fais 1m60. Je vais pas m'opérer des jambes, non, mais par contre, si j'ai besoin d'attraper un truc en haut, je vais prendre un tabouret. C'est tout. Enfin, voilà. Donc, ne vous changez pas, ne vous brimez pas. Découvrez votre hypersensibilité. Découvrez toute cette facette positive. Entourez-vous de bienveillance et de gens qui aiment ça. Et ne la brimez surtout pas. Communiquez autour de ça. Enfin, vraiment, soyez vous-même. Vous êtes parfait tel que vous êtes, quoi. J'aimerais juste dire quelque chose sur ce truc de contrôle parce que je trouve qu'en ce moment, ce confinement nous permet de nous rendre compte à quel point on gère notre vie et que le monde est géré par l'énergie masculine qui est donc l'énergie de contrôler et de faire et d'intervenir sur le monde et d'être dans la productivité et dans l'extérieur. Hein. Mais si vous êtes hypersensible, ce serait intéressant peut-être pour vous de découvrir votre énergie yin, votre énergie d'accueil, votre énergie de non-intervention, votre énergie de confiance justement en vous, mais en la vie, que les choses vont s'aligner pour vous comme il le faut et surtout, qu'est-ce que vous voulez contrôler? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si vous lâchez? C'est quoi l'émotion qui monte si vous lâchez? Et qu'est-ce que vous voulez pas lâcher, quoi? Il est 57, je te coupe parce que je vois dans les commentaires. On en relance un?
Ouais, je crois. Hein, oui, parce que sinon on va le perdre. Donc, vous nous retrouvez si vous avez envie de voilà, nous retrouver. Et venez reposer vos questions si on n'y a pas encore répondu. Et à tout de suite. Oui, reposez-nous. Je vais juste les dire là à l'oral pour pas qu'on les oublie. Comme ça, tu t'en souviendras peut-être. Ou peut-être je screenshot ou comment je peux faire. Non, vas-y, coupe et du coup les gens qui seront... Parce que du coup, ça va être compliqué. Ok. Il est 57. Ok, bon. Je coupe, j'enregistre. Et je reviens sur ton nouveau live. Yes. Et à tout de suite et vous nous reposez vos questions. À tout de suite. Venez sur le live de Instagram, sur mon compte, sur celui de Louise. On va redémarrer une session parce qu'au bout d'une heure, ça coupe. C'était trop cool. Hop! Je sais pas si on voit bien ce truc. Mais au moins, vous aurez quand même une vidéo enregistrée parce que sinon, ça part. Alors, on va relancer le live. Donc, n'hésitez pas à venir sur Instagram pour poser toutes vos questions. Toutes vos questions, super important. Et participer. Et voir Louise, parce qu'ici, je peux pas partager mon écran. Hop. Yes. Salut les amis, on est reparti pour une heure de live parce qu'il y avait trop de questions. Enfin, trop de questions. Il y avait plein de questions et on est ravis que vous ayez autant de questions. Donc, je vous rappelle que pour poser vos questions et reposez-les nous, s'il vous plaît, parce que du coup, on les a pas toutes vues et vous en aviez énormément dans la petite box juste ici. Le petit carré avec le point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez nous mettre vos questions ici? Du coup, on va voir si ça marche. C'est bon. Ok, super. Parfait, super. Allez, cliquez juste ici, il y a une petite boîte. On a perdu toutes les questions des Mettez vos questions. Voilà, comme ça on va se retrouver. On m'entend? Mettez vos petites questions ici, juste en dessous. Est-ce que tu m'entends? Ouais, attends, il faut que je branche. Coucou tout le monde, salut. Est-ce que ça marche? Pardon, il faut que je rebranche en fait mon... Ouais, ça marche. Il faut juste que je branche mon téléphone. Alors, profitez-en pour mettre vos questions dans la petite boîte à questions pendant que Louise branche. Regardez. Ouais, je vois qu'il y en a qui arrivent. Par là. On est toujours sur le thème de l'hypersensibilité. Voilà, comment la vivre, comment bien la vivre, comment l'accepter, comment vos questions. Poser ses limites, voilà. Vos questions, vos difficultés avec votre hypersensibilité. Dites-nous quoi, attendez, je fais une petite installe pour pouvoir brancher mon téléphone en même temps et je vois que vos questions réarrivent, donc c'est super. Oui, donc alors attendez, du coup je vais la voir. Alors là on a, attendez, si j'arrive à cliquer dessus. Ok, super, il y a des questions qui arrivent. Super. Comment gérer... Ah, c'est intéressant cette question. Je vais prendre cette question. Comment gérer l'hypersensibilité en entreprise quand on est une femme? Je trouve que c'est une super question. Alors, le sujet de l'hypersensibilité au travail, c'est une vraie question. Mais à vrai dire, c'est une question qui se pose et pour les hommes et pour les femmes, et dans le travail et pas dans le travail. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, souvent, on a plus peur de poser son cadre au travail, alors que c'est évidemment un des premiers lieux où c'est extrêmement important. Ça va être d'affirmer tes besoins. Donc, comment tu gères ton hypersensibilité? Généralement, c'est toujours pareil, ça va être de la connaître, de la comprendre, de l'accepter et de pouvoir communiquer sur ses besoins. Je pense notamment à tous les gens qui sont en open space. Je pense à tous les gens qui ont le problème des réunionites dans leur travail, etc. Ne serait-ce que Alors, c'est quoi le problème des réunionites? Ah oui, alors la réunionite, c'est ces entreprises où tu passes ta vie en réunion, tu vois. Ah, d'accord, ok. Tu fais des réunions pour tout et pour rien. Voilà, exactement. Ouais. Et qui sont des fois extrêmement compliquées. En fait, la gérer, l'hypersensibilité, c'est toujours pareil. On n'est pas là pour la contraindre, on n'est pas là pour la changer, on est là pour la comprendre et donc s'y adapter et en fait se créer un cadre bienveillant, se créer un fonctionnement qui fonctionne. Donc par exemple, ça peut être dire moi en open space, j'ai besoin de porter des boules caisses ou j'ai besoin de m'isoler pour pouvoir travailler, ou alors simplement de poser tes limites, de donner toujours ton mode d'emploi. Ça peut être, voilà, moi je sais que si je suis dérangée toutes les 5 minutes, ça va être très compliqué à gérer pour mon énergie, ou voilà, donc vraiment ça va être pour moi de
exprimer ses besoins, exprimer ses attentes et pouvoir en fait donner la clé à l'autre de comprendre qu'est-ce qu'il peut faire pour t'aider. Voilà, c'est extrêmement important. Par exemple, moi à l'époque, quand j'étais commerciale à la Défense, j'avais un petit bureau, mais les gens avaient un peu cette habitude d'ouvrir, fermer les portes, etc. Et donc en fait, moi ça me dérangeait. Pourquoi? Parce que avec cette suractivité mentale, quand je suis sur une tâche, ça me demande déjà beaucoup de concentration. Et si je pars sur, il y a quelqu'un qui passe, qui me dit ah, au fait, Élise, le dossier machin truc. Alors moi c'est pareil, j'ai terminé ma tâche, mais alors je suis déjà en train de penser à l'autre, etc. Donc ce que je faisais, c'est que j'avais dit à tous mes collègues, si la porte est ouverte, vous avez le droit de venir me parler. Si la porte est fermée, c'est que j'ai besoin de concentration et de terminer ma tâche. Je réouvrirai la porte quand elle sera finie. Donc voilà, ça peut être des petites choses toutes simples, de dire que tant que c'est transmis avec bienveillance, que c'est pour respecter ton cadre et que ça permet aussi de dire, moi je fais ça pour être plus performante. Donc même vis-à-vis de ton boss, l'idée c'est de présenter l'intérêt pour lui. Voilà, tu dis, moi j'ai tel et tel besoin, mais c'est pour aussi être plus performante, pouvoir mieux répondre à nos partenaires, à nos clients, peu importe ce que vous faites. Voilà, c'est pour que ça fonctionne, etc. Et normalement, ça vous permet aussi, vous, de mieux vivre votre hypersensibilité au travail. Et voilà, c'est ça, c'est en fait c'est la même chose, c'est la même chose partout, mais à quel moment vous vous positionnez et comment est-ce que vous vous positionnez et pourquoi vous vous positionnez pas, quoi. Qu'est-ce qui vous empêche aussi de ne pas poser vos limites? Parce que le truc aussi, souvent ce que j'entends en séance, c'est oui, mais quand je demande un truc, on me le refuse, après je suis face à ma frustration, etc. Mais la question, c'est comment est-ce que vous demandez aussi? Dans quelle posture vous vous mettez et avec quelle place vous occupez quand vous faites votre demande? Parce que si vous êtes hypersensible et que vous avez un patron, comme le sont certains patrons, un peu manipulateur, un peu pervers, et ben s'il sent qu'il y a une faille, il va se mettre dedans. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas aligné en vous et vous n'avez pas cette confiance, il va prendre la petite faille qui va faire que il va sentir que c'est facile de vous culpabiliser, il va sentir que c'est facile de vous dire non, etc. Donc c'est vraiment travailler votre positionnement intérieur. Tant que votre positionnement intérieur il est clair, il est ancré, il est là, il y aura pas de faille et il y aura personne qui pourra vous, voilà, parce que c'est ça aussi, quand on commence à faire des demandes et quand on commence à se positionner, on va aussi aller valider ses croyances limitantes dans le réel. Donc si on a la croyance que personne nous respecte, que tout le monde s'en fout, que je sais pas quoi, on va aussi implicitement et inconsciemment se mettre dans cette posture pour qu'on nous réponde non, quoi. Donc quand on vous répond non à vos demandes, voyez comment vous les avez formulées. Voyez dans quelle posture vous les avez formulées. Ça, c'est important aussi. Alors, il y a plein de questions. Gérer ses émotions a l'air d'être le sujet d'hypersensibilité le plus dur à gérer comparé aux autres. J'ai pas compris cette question. Gérer ses émotions a l'air d'être le sujet l'hypersensibilité a-t-elle un lien avec la bipolarité? Alors, là, on touche au domaine psy. Pourquoi effectivement ça a un lien? C'est qu'en fait, tu as beaucoup d'hypersensibles qui, de par la méconnaissance de l'hypersensibilité, parce que c'est quand même un sujet assez récent, hein, finalement, on commence tout juste à en parler. En tout cas, récemment, ouais. Exactement. Ça va faire une vingtaine d'années que le sujet a commencé à être étudié sérieusement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des hypersensibles qui sont diagnostiqués bipolaires à tort. Donc un lien non, pas vraiment, mais parce qu'il y a des hypersensibles qui ont été diagnostiqués bipolaires. De la même façon que je pense qu'il y a des bipolaires hypersensibles, mais c'est pas un lien direct. Le seul lien qui fait, c'est qu'en fait, il y a cette variation d'émotions, mais c'est toujours pareil, la bipolarité est une maladie, l'hypersensibilité n'en est pas une. Mais il y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints d'avoir été diagnostiqués bipolaires à tort. Et après, par contre, pour la bipolarité, là, je vous conseille d'aller voir un psychiatre, un psychologue, quelqu'un qui va être spécialisé du sujet, parce que la bipolarité n'est pas l'hypersensibilité et inversement. C'est pas spécialement une maladie, mais en tout cas, c'est un symptôme mental qui n'est pas dans la même catégorie que l'hypersensibilité du tout. Mais je comprends que les personnes fassent cet amalgame parce que comment ça s'exprime peut être confondu, ouais. Alors toujours pareil, je suis pas spécialiste de la bipolarité, donc j'espère que je l'ai pas mal exprimé. En tout cas, je sais que l'hypersensibilité n'est pas la bipolarité et inversement.
Est quand même plus fragile que les autres et du coup pas toujours un Ah, bah on y a répondu un peu à cette question au début. C'est quand même être plus fragile. Pas... Et du coup, pas toujours un... Alors, moi, je suis pas d'accord avec ce terme fragile. Je trouve ça cliché. Enfin, personnellement, que ce soit toi, Louise, moi, les gens... Alors, je fais des séries de rencontres avec des vidéos de personnes hypersensibles. Les gens vous racontent des trucs. Je suis désolée, on peut pas parler de fragilité. Enfin... y a cette émotion, enfin cette émotion forte. Donc ça dépend qu'est-ce que tu mets derrière le thème fragile. Mais pour moi, les personnes hypersensibles que je rencontre sont pas des gens fragiles. C'est des gens qui ont traversé des fois des choses très dures, qui ont traversé des burn-out, qui ont traversé des moments de vie, des pertes. Moi-même, j'ai traversé des maladies, des choses. Je pense pas être une petite chose fragile. Et tu vois, justement, j'ai énormément souffert de ça. Élise, elle est fragile en même temps. Donc il y a une forme enfin, c'est toujours pareil, c'est quoi la fragilité? Pour moi, la fragilité, c'est quelque chose qui se casse. Et on ne se casse pas, au contraire, on est plutôt extrêmement adaptable, des fois suradaptable. Donc non, à part si c'est les larmes qui font témoin de fragilité, ce que je ne pense pas. Donc pour moi, les hypersensibles sont pas plus fragiles. Mais par contre, il y a un vrai sujet autour de ça qui peut être intéressant, c'est que effectivement, par exemple, moi, j'ai fait une période de dépression. Et je m'étais dit, si je n'avais pas été hypersensible et que je n'avais pas été connectée à mes émotions, peut-être que j'aurais pas vécu cette période comme ça et j'aurais un peu comme le disait tout à l'heure dans une question, j'aurais encaissé et j'aurais capté, etc. Et moi je me dis, mais quel cadeau dans ce cas-là, si c'est ça être fragile, merci, parce que grâce à ça, moi j'ai pété un plomb à 25 ans, j'ai rechangé ma vie, j'ai remis mes choses en ordre et je préfère 1000 fois avoir été fragile à 25 ans et avoir fait les changements qu'il faut que me réveiller à 70 en ayant tenu sous la pression de la société, sous ne pas écouter mes émotions, etc. Et donc du coup me mettre mal et me rendre compte trop tard que je suis passée à côté de ma vie. Donc pour moi c'est pas une fragilité, mais si on peut l'apercevoir comme une fragilité, dans ce cas-là je la remercie parce que moi c'est grâce à ça que je me suis relevée et qu'on peut dire qu'il y a une vraie force derrière. Désolée de voir tout sur... Je vais encore vous donner le même angle, mais parce que je suis avec cet angle de vue en ce moment et c'est là-dedans que je suis. Mais encore une fois, ça va toujours avec le truc dans notre société de capitalisme et de masculin, les émotions et donc le yin et donc l'énergie féminine est fragile. Voilà. C'est aussi tout ça qui n'est pas valorisé dans notre société. Si on avait une société qui valorisait les émotions, qui valorisait les cycles, le cycle féminin, le cycle de la vie, les cycles, et qu'on voyait pas tout de manière si linéaire et binaire et je sais pas quoi, et masculine, quoi, et ben peut-être qu'on dirait pas que l'hypersensibilité c'est fragile. On dirait, waouh, t'es hypersensible. Mais quelle chance, ça veut dire que tu dois tout ressentir, tu dois être capable d'exprimer 1 milliard de choses, et puis tu dois avoir des frissons hyper facilement, mais waouh, quel pouvoir, quoi. Pour moi, c'est un super pouvoir, hein. On est d'accord que pour moi, l'hypersensibilité, c'est une putain de force, et c'est un super pouvoir. Donc voilà. Après, faut pas se mentir, je pense qu'en tant qu'humain, 100% des personnes ont des moments de fragilité dans leur vie. Enfin, je veux dire, moi, quand je perds quelqu'un de ma famille, etc., bah oui, je me sens plus fragile à ce moment-là, mais c'est qu'une passade comme toute autre personne. Et non, je pense qu'on est fort et hypersensible. On peut être fort et hypersensible, on peut être dynamique et hypersensible, on peut être positive et hypersensible, et heureux et hypersensible. Oui, sortons des clichés. Bien sûr, bien sûr. Je vais prendre la question d'un homme. Bonjour, je suis un homme et on ne comprend pas mes émotions lorsque je parle et que mes larmes de joie ou de peine, comment gérer? Je crois que la suite, c'était genre, on ne comprend pas mes émotions, comment les gérer, quoi. Okay. Enfin, comment gérer le fait d'être incompris, j'imagine? Alors, effectivement, là, je pense que ça rejoint énormément ce que tu disais, Louise, à juste titre. C'est que... Je t'ai perdu, Élise. Ah, vous m'entendez pas? Tu moi, m'entends? Je suis là. Oui, moi, je vous entends ça toujours. Coupe. Ah, ça marche ou pas? Vous me voyez? Ça coupe aussi de votre côté ou c'est que de mon côté que ça coupe? Moi, je vous vois toujours parfaitement. Est-ce que vous nous entendez encore dans le live? Est-ce que vous pouvez me... Ça y est, je t'ai retrouvé. Ok, super, ça marche? Ah merde, ça coupe un petit peu, mais je t'ai retrouvé. Alors, apparemment, j'ai des pouces dans les commentaires, donc ça a l'air de marcher. Ok. Donc... Ok. Donc, je disais oui. En fait, alors là, pour moi, ça fait écho à ce que tu disais, qui est, dans la société, la masculinité n'est pas associée aux émotions, aux larmes, comme si c'était une fragilité. Là encore, je pense qu'il faut déconstruire les clichés.
tu peux être homme et pleurer et être très joyeux. Et les hommes hypersensibles, Bien sûr. donc c'est absolument pas. Là, c'est encore une perception de la société. J'ose espérer qu'en fait les mœurs continuent à changer. Donc du coup, Bien en fait, sûr. on retrouve la question étant comment faire quand on comprend pas mes émotions, les expliquer. Tu vas peut-être d'ailleurs te rendre compte, je pense que dans les hommes hypersensibles, nombreux se cachent. Et en fait, simplement d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer comment tu le vis. Et en fait, c'est juste une mauvaise perception de la masculinité. Aujourd'hui, être un homme fort, c'est pas du tout contraire avec pleurer, avoir des émotions, etc. Au contraire, personnellement, je trouve que les hommes forts sont ceux qui arrivent à gérer leurs émotions, à être ok avec eux, pouvoir pleurer quand ils pleurent, être connectés à leur environnement. Donc non, c'est juste une mauvaise version de la masculinité. Tu es parfait tel que tu es toi aussi, homme hypersensible. Et encore faut-il mettre des mots dessus. Ouais, je t'ai perdu, mais... Ah, est-ce qu'on m'entend encore? J'espère que oui. Je te vois chargé. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, vous m'entendez apparemment. Yes, pour nous, pas de souci. Ah, super. Bah, Louise, j'espère que tu m'entends. Moi, je ne vois plus Louise. Vous voyez Louise encore? Ok. Alors, moi, je vois pas Louise. Enfin, j'entends pas Louise. Du coup, je vois tout le monde qui est là. Coucou! Ah, il y a tellement de monde, c'est trop cool! Alors. Ah oui, ça bug. Oups, plus maintenant. Moi, j'entends. Super. Alors sur Facebook, c'est normal que vous entendiez, fassiez que entendre parce que du coup le live est sur Instagram. Il y a un petit bug apparemment. Et n'hésitez pas à poser vos questions aussi ici ou à nous rejoindre sur Instagram. Image figée. Est-ce que moi vous m'entendez? Sinon je crois qu'il va recouper le live. Ça marche plus chez moi. Plus de son et image fixe. Bon bah je crois qu'il va recouper. Live en pause. Moi je vois vos trucs défiler en fait. Ça ne fonctionne plus. Merci Victorine pour ton message sur Facebook, ça marche toujours. C'est Instagram qui déconne. Comment on peut faire? Je pense qu'il va fermer. Fermer, revenir. Bon, bah je vais fermer, je pense. Ouais. Ah, ça remarche? Qu'est-ce qui... Ah, c'est le problème du direct, hein. Bon, je pense qu'elle va revenir. Oh, on a partagé tellement de choses pendant ce live. J'espère que ça vous a plu. Je le repartagerai parce que je pense qu'il y a un maximum d'infos dedans. Ah, voilà. À nous rejoindre. On a fait un petit quart d'heure de live ensemble. Salut, vous êtes de retour. Je suis désolée, je vous j'entendais plus du tout Élise et après ça a coupé en fait. Donc merci de nous rejoindre une troisième fois. Mais j'avais complètement perdu Élise et on espère qu'elle va se c'est pas grave d'arriver à la bourre parce que c'est le troisième live qu'on lance. Et voilà, on va attendre qu'Élise se reconnaître. Pour nous, image figée. Ok, bah j'espère que ça va marcher. Je vous laisse pour ceux qui avaient des questions, qui nous ont posé des questions dans l'autre. Ok, t'es là, Élise. Est-ce que tu peux faire une demande? Pour ceux qui avaient des questions, merci d'avoir répondu à ma question. Ok, donc c'était toi. Pour ceux qui avaient des questions dans l'autre live, est-ce que vous pouvez nous les remettre dans la petite box juste ici avec le point d'interrogation pour qu'on retrouve vos questions? Donc on repart sur un live sur l'hypersensibilité et on va attendre que Élise nous fasse sa demande. Je vais regarder si elle l'a faite. Je pense que oui. Donc je vous laisse remettre vos questions.
fait et auquel on n'a pas répondu. Ok, ça y est, je t'entends. Ouais, ça avait bugué. Ben, j'espère que... Oui. Non, je dis, ouais, t'étais en train de... Salut la Nana Academy, t'étais en train de répondre à ce monsieur, enfin à cet homme qui disait mes émotions sont pas acceptées, elles sont pas comprises dans mon entourage, etc. Alors j'ai l'impression qu'il a... J'ai vu dans les gauches, je l'ai vu commenter, apparemment il a eu la réponse, donc j'ai l'impression qu'il a entendu jusqu'au bout. Ouais, je pense que oui. J'aimerais juste rajouter quelque chose, et faire une précision. Quand je parle de masculin, féminin, je parle pas d'hommes et de femmes. Je parle d'énergie féminine et d'énergie masculine qu'on a tous en nous. Yin Yang, c'est la même énergie. C'est nous qui les avons divisés en Europe, mais en Asie, c'est la même. Il n'y a pas de Yin et Yang, c'est Yin Yang. C'est une même énergie. Mais je dis juste que nous, dans notre société occidentale, on valorise beaucoup l'énergie masculine en nous. Ça veut pas dire les hommes, mais ça veut dire le fait de produire, utiliser le temps, ne pas perdre de temps, être productif, être efficace et être dans l'extérieur, être dans le faire, quoi. Et que peut-être, au lieu, je comprends très bien, ok, et que peut-être au lieu de vouloir absolument que les autres nous comprennent, aussi peut-être même lâcher ce besoin d'être compris, lâcher ce besoin qu'on nous valorise, qu'on nous dise oui je te vois, oui je te reconnais, oui je t'aime, les 3 failles archaïques qu'on attend souvent de l'extérieur, de faire le deuil aussi de ça et d'arrêter d'attendre, d'arrêter d'être dans cette posture d'attente que le monde extérieur comprenne qui on est. Chacun voit avec à sa paire de lunettes à lui et toi, tu vois avec ta paire de lunettes à toi et l'autre, il voit avec sa paire de lunettes et c'est ok aussi, quoi. Voilà. De lâcher cette attente, parfois, ça peut enlever une pression et se dire, c'est pas grave si je ne suis pas compris, quoi. Est-ce qu'on a retrouvé des questions? Ouais, je suis hypersensible et toujours très joyeuse. Comment faire comprendre à mes proches que l'hypersensibilité, ce n'est pas que des sentiments dits négatifs? Je crois qu'on y a répondu à cette question. Voilà, simplement leur partager des vidéos d'Élise qui expliquent ce que c'est que l'hypersensibilité et puis partager les définitions qu'on a déjà partagées. Ouais. Et puis voilà, c'est toujours comment faire comprendre à mes proches. Mais pourquoi vous voulez, tu vois, moi c'est surtout ça que j'ai envie de dire, c'est pourquoi vous voulez absolument faire comprendre à vos proches qui vous êtes, quoi. À partir du moment où vous savez qui vous êtes, c'est bon, ça suffit en fait. Il faut lâcher ce truc de je veux que l'approbation vienne de l'extérieur, quoi. Je veux qu'on me dise je sais pas quoi. Vous attendez ça de qui? Ouais, il y a une vraie question à se poser, en fait. Qu'est-ce qui se passe pas bien avec vos proches? En fait, c'est ça. Et oui. C'est vraiment intéressant. Des fois, je sais qu'il y a de la critique dans des couples, dans les parents, et que souvent, si vous êtes dans des environnements que vous ne pouvez pas maîtriser, parce que le tri sélectif, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir partir ou pouvoir changer. Mais par contre, c'est vrai que cette question de vouloir s'expliquer à ses proches, elle est toujours corrélée à pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est mal vécu avec tes proches. Et en tout cas, oui, pour répondre à la question, c'est vraiment ça. Tu peux expliquer, déjà permettre aux autres d'expliquer ce que c'est l'hypersensibilité, et donc ce versant positif-négatif, en fait, c'est très simple à expliquer dans le sens où, comme tes proches eux-mêmes ont des journées plus, des journées moins, l'hypersensible a des journées plus et des journées moins, et va osciller. C'est comme si en fait on avait si tu veux, je vais essayer de me reculer, comme si les normaux pensants, on va dire les gens qui sont non hypersensibles, avaient une variation d'émotions comme ça, haute et basse, et tout le monde a des bons jours et des mauvais jours, et en fait l'hypersensible a simplement une amplitude plus grande, mais les émotions sont les mêmes. Voilà. Ok. Je prends une autre question. Hypersensibilité peut être une souffrance face à l'incompréhension des... C'est fou, hein. Les proches, en fait, ça revient beaucoup. Il n'y a que ça. Il y a Alors, que ça, en fait. Si, ça peut amener un sujet intéressant qui est... qui peut être corrélé déjà à votre hyper-empathie. Et effectivement, le regard des autres, le jugement des autres est un problème, une perception très compliquée chez les personnes hypersensibles. Notamment par cette hyper-empathie qui fait qu'on va énormément capter les émotions des autres, et donc du coup, on a ce besoin, alors le besoin de reconnaissance immense, et aussi on a cette connexion. Il y a aussi ce sentiment de justice très profond chez les hypersensibles, et qui ont cet amour de l'autre, cette humanité qui fait qu'ils veulent toujours donner et pour recevoir. Mais pour ça, c'est aussi passer par soi, d'abord se prendre confiance en soi,
s'aimer soi. Et en fait, les gens changent leur perception aussi quand toi, tu te sens bien avec toi-même. Donc, la question étant hypersensibilité, peut-être une souffrance face à l'incompréhension des autres, comment prendre du recul en travaillant aussi sur toi, comment aimer ton hypersensibilité. Parfois, c'est sûrement un des travaux le plus dur, et Louise, tu me diras ce que t'en penses, mais l'effet miroir, c'est-à-dire que les autres t'attribuent la valeur que tu t'attribues toi-même. Donc, est-ce que toi-même, tu aimes ton hypersensibilité, tu aimes ta façon d'être, est-ce que tu l'honores, est-ce que tu la respectes, est-ce que tu la diffuses positivement? C'est très difficile, hein. Je suis pas là pour donner des leçons, je traverse moi-même ça régulièrement. Puis l'effet miroir, on le vit tous. À chaque fois que tu as réglé un nouveau truc, ça te renvoie à toi-même ce que tu n'as pas encore réglé. Donc, prendre le temps aussi de se dire que tu cherches peut-être encore une reconnaissance, une approbation, peut-être que tu veux leur prouver que tu as fait les bons choix, peut-être que tu veux prouver que tu es une belle personne. Il y a encore des choses à aller se dire, comment toi tu peux prendre confiance en toi et t'aimer pour que les gens t'aiment autant que tu t'aimes toi-même. Et puis, j'ai un nid à guêpes au-dessus de moi, si vous entendez des... Oui, la qualité de vos relations avec les autres est en exact miroir avec la qualité de votre relation avec vous-même. Donc, si vous avez un entourage qui ne vous accepte pas, qui ne vous comprend pas, qui ne vous honore pas, comme tu as dit, bah, qu'est-ce que vous foutez avec ces gens, quoi? Et puis surtout, comment est-ce que, comme tu as dit, vous pouvez faire du tri, mais surtout, comment est-ce que vous pouvez augmenter votre amour de vous-même pour avoir des relations plus harmonieuses et qui soient plus dans le soutien de ce que vous êtes, quoi. Ouais. Ça sera en miroir à partir du moment où vous changerez votre intérieur. Le tri va se faire tout seul autour de vous. Vous allez, ça va plus résonner tout ça. Vous allez plus être dans les mêmes jeux. Il y a des choses qui vont sonner faux. Il y a des gens qui vont partir de même. Le tri va se faire, c'est au lieu de vouloir changer l'extérieur, encore une fois, désolée de mon truc de masculin, féminin, extérieur, machin, mais toujours on veut changer les autres et comment faire pour qu'ils nous acceptent et tatati. Mais regarde-toi, comme tu as dit, quel rapport tu as avec ton hypersensibilité et comment tu te vois toi et comment tu t'honores et comment tu te respectes et comment tu t'aimes, quoi. Et après, l'extérieur, il va couler de lui-même, quoi. Après, il y a un vrai mot qui pour moi est important dans cette question, c'est le mot souffrance. La difficulté, c'est qu'avec Louise, on fait de notre mieux pour répondre par rapport à notre perception. Et là, la personne qui a posé cette question, la question aussi, c'est d'où vient cette souffrance? Est-ce que c'est une souffrance, toi, parce que tu es dans un environnement bienveillant mais simplement incomprise? Ou est-ce qu'il y a une véritable toxicité dont il faut te protéger et partir ou t'éloigner ou trier? Donc, c'est quoi cette souffrance? Et ça, c'est important parce que là encore, si vous êtes face à des gens qui, au-delà de ne pas vous respecter, vous mettre dans une souffrance physique ou mentale, c'est grave. Et dans ce cas-là, il y a vraiment autre chose à opérer que juste un travail sur soi. Mais le travail sur soi étant quand même de se dire je me respecte, je m'aime assez pour partir de la souffrance, pour trouver les solutions, etc. quoi. Donc voilà, donc on essaye d'envisager, hein, mais tout dépend effectivement du cas que toi-même tu traverses avec ton hypersensibilité et ta famille et ton entourage. Le travail sur soi, ça veut pas dire être comme ça et genre faire de la méditation tous les jours. Ça veut dire aussi acter des choses réelles, prendre des décisions, incarner dans la matière. Exactement. Exactement. Savoir poser ses limites, savoir dire non, arrêter de culpabiliser, arrêter de s'excuser d'être là. C'est pas forcément juste je subis. Enfin voilà, si vous êtes dans une relation toxique, barrez-vous quoi. Il y a pas je vais travailler sur moi et devenir non, enfin s'il y a quelqu'un qui vous fait du mal, cassez-vous quoi. Enfin vraiment mais c'est un travail sur soi de réussir à partir de ce qui est toxique, ouais. Et oui. Je prends une autre question. Louise présidente, Élise première ministre. Ouais, les hypersensibles au pouvoir. Outre joie et peine, qu'en est-il des autres émissions telles que, je sais pas, vos questions, je les comprends pas parfois. Sur l'hyper-empathie, des astuces, exercices pour se protéger dans des situations difficiles. Covid, etc. J'imagine en ce moment, pour certaines personnes, c'est plus difficile que pour d'autres avec l'enfermement et le fait d'être face à soi toute la journée. Et sur l'hyper-empathie, alors ça c'est peut-être du coup ton domaine à toi, des astuces ou des exercices, en plus ils demandent assez spécifiquement pour se protéger dans des situations difficiles. Peut-être des petits tips. Alors, je peux pas, évidemment pas donner d'exercice déjà parce qu'en fait, comme on le disait, il existe autant d'hypersensibles que d'hypersensibilité et que tout est un contexte. Tu vois, sur la question précédente, la souffrance, elle est pas la même si elle est avec des entourages toxiques ou si c'est juste que
elle est avec des gens aimants, mais avec qui il n'y a pas une bonne communication. Tout ça, c'est différent. Donc, évidemment, tant que je ne connais pas la personne personnellement, c'est très difficile pour moi de pouvoir donner des conseils pertinents. En revanche, ce que j'aime rappeler pour l'hyper-empathie, c'est une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est que quand tu vas dans la maison de quelqu'un, tu vas chez une amie qui t'invite, elle te fait découvrir sa maison, et dans sa maison, tu vois que, je sais pas, il y a une plainte qui se barre, la peinture est mal faite, il y a une fuite d'eau, etc. Et tu peux être mal pour elle, tu peux la conseiller de devoir faire les réparations, mais c'est pas à toi, c'est pas chez toi. Et l'hyper-empathie, c'est un peu ça, c'est réussir à faire la différence entre ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas. Si tu vas chez ton meilleur pote et que c'est crade et que ça tombe en ruine, tu peux le soutenir, tu peux le conseiller, tu peux lui donner des noms d'artisans que tu connais, mais c'est pas toi qui va venir toutes les semaines faire des travaux chez lui, le pire, sans son accord. Et l'hyper-empathie, c'est ça, c'est faire la différence que quand tu vas percevoir les émotions des autres, c'est pas parce que tu es capable de les voir, de constater ce qui va pas, de constater ce qui va bien, etc., que tu dois avoir la responsabilité de ces émotions-là. Et ça, je pense que c'est mon meilleur conseil sur l'hyper-empathie. Restez à votre bout de la relation. Je dis ça tout le temps, vous devez m'en avoir marre de m'entendre dire ça, mais là, j'ai mon bras qui tient l'autre, mon téléphone, mais là, je le fais pour vous toi. êtes à votre bout. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un, là, il y a la relation, et là, il y a l'autre personne. Vous êtes responsable à 50% de la relation. Donc, restez à votre bout, parlez en je, et pas en tu, parce qu'à partir du moment où tu parles en tu, t'es chez l'autre. Et puis, pour ceux qui sont hyper empathiques, et souvent, en général, ça colle avec la posture du sauveur, si vous voulez sauver, quoi. Et oui. Et qu'est-ce que vous allez vous épuiser à essayer de sauver des gens qui sont insauvables? Aïe, aïe, aïe. Alors, parmi les piliers de l'hypersensibilité, gérer ses émotions a l'air plus dur que gérer son empathie. Ah, il y a Romain qui nous fait un petit coucou, qui était là. Coucou, Romain. Hyper empathique et sensible, dois-je dire le bien que vous m'avez fait. Gros bisous Romain, on t'embrasse très très fort. Merci à tous ceux qui sont passés nous faire un coucou. Je re-regarderai les commentaires après. Merci, c'est un bonheur. On les lira ce soir. Est-ce que les hypersensibles attirent les autres hypersensibles? Ah, alors est-ce qu'on parle d'amour? Est-ce qu'on parle d'amour? Est-ce qu'on parle d'amitié? Je ne sais pas ce que tu mets derrière le mot attirer. Parce qu'on me pose souvent cette question. Attirer de manière générale, peut-être dans leur vie ou... Comment tu l'entends? Alors, c'est une bonne question. Attirer, on va dire, on va pas essayer de cadrer ça dans l'amour ou dans l'amitié, on va parler en général. Moi, j'ai l'impression que je n'attire pas que des hypersensibles. Ça peut venir du côté des hypersensibles, qui est que moi, j'aime les gens profondément. Tant que je trouve que c'est des belles personnes, si après je découvre quelque chose d'autre, mais j'aime questionner le monde, connaître les parcours, les machins, et moi je me lie d'amitié avec plein de gens qui n'ont pas forcément cette hypersensibilité-là. Je travaille avec des gens qui n'ont pas forcément cette hypersensibilité-là. Mon conjoint n'est pas un hypersensible, il est sensible mais il n'est pas hypersensible. Donc c'est une bonne question. Donc, j'aurais envie de te dire que c'est peut-être trop fermé, comme c'est un peu réducteur de se dire que les hypersensibles attirent les autres hypersensibles. Même mieux, je dirais qu'effectivement, moi je travaille avec des femmes hypersensibles, donc avec qui j'ai une très forte connexion, mais ça m'arrive de ne pas connecter avec d'autres hypersensibles parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, pas la même vision de vie. Donc j'espère que ça répond à la question. Je pense que c'est pas forcément nécessaire et que c'est comme pour tout, c'est avec qui tu connectes et pourquoi. Et moi je connecte avec plein de gens différents et je ne connecte pas d'ailleurs avec tous les hypersensibles. Bien sûr. Voilà. Parmi les piliers, ma question porte sur l'hyperempathie avec les inconnus, mauvaise nouvelle du Covid par exemple. Alors je suis désolée, mais parfois vous posez des questions que je comprends pas. En fait, je comprends pas ce que c'est la question. Essayez de poser des questions, des vraies questions. Ma question porte sur l'hyperempathie avec les inconnus, mauvaise nouvelle du Covid par exemple. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure en fait, c'est-à-dire que oui, l'hyperempathie est un vrai super pouvoir. Ils sont hyper empathiques des nouvelles à la télé, quoi, c'est ça j'imagine. Oui, alors du coup, bon, alors j'espère qu'on répondra, mais là, essayez de poser des questions où voilà, c'est vrai qu'il y a une vraie perception. Sur l'hyperempathie face à ce qui se passe en ce moment au Covid, évidemment que c'est dramatique, évidemment qu'on ressent puissamment les choses, mais c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'après, tout est un problème de responsabilité, de est-ce que tu as une influence directe ou non, et donc de savoir faire la part des choses entre ce sur quoi tu veux t'impliquer et sur quoi tu ne veux pas le faire. Donc si tu as un pouvoir d'action formidable, il y en a qui créent des masques, il y en a qui s'impliquent, si tu veux donner de l'argent, si tu veux donner du temps, de l'énergie, etc., c'est super.
En revanche, protégez votre hyper-empathie si c'est que de la mauvaise nouvelle pour pourrir votre énergie. Moi, je fais de la diète médiatique, donc je ne regarde pas les infos, je trie toutes les infos et j'ai fait même un coup de gueule vidéo parce que j'ai demandé aux gens d'arrêter de m'envoyer des vidéos en MP, des infos, des machins que je ne souhaite pas recevoir. Donc c'est poser votre cadre. Et donc du coup, par rapport au Covid, si par exemple tu es hyper empathique et que pire, tu peux être hyper empathique kinesthésique, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que tu vas vraiment ressortir dans le corps des sensations physiques. Dans ce cas-là, protège-toi si ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si tu ne peux pas changer les choses et que tu vis mal les informations, les choses qui te perçoivent, etc., tu peux ni agir positivement dessus, ni pour toi, ni pour les autres. On met des barrières, on fait le tri et ne garde que ceux-là où tu peux avoir de l'impact et une vraie responsabilité. Et j'irais même rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est quel intérêt vous avez à vous nourrir de merde, au niveau physique, mais aussi au niveau des informations que vous processez, quoi. Qu'est-ce que ça vient nourrir chez vous de regarder des informations anxiogènes et qui vous mettent dans la peur toute la journée, quoi. Mais ça me fait penser, l'autre jour, mon superviseur me disait, mais Louise, pourquoi les gens, à ton avis, regardent des films d'horreur toute la journée, des films angoissants? C'est que l'énergie de l'angoisse et de la peur, c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle une énergie, bon, vous les prenez avec les guillemets, mais une énergie énergisante. C'est comme la colère, ça nous fait comme ça un boost comme ça, versus la tristesse et la peine et tout ce qui va amener à la dépression, le marasme et la mort, qui sont des énergies qui nous vident, c'est pas du tout énergisant d'être dans la peine. Par contre, vous passez de la peine à la colère, paf, vous avez un boost d'énergie. Donc il m'avait répondu, je sais plus à quelle question je lui avais posé, mais il m'avait répondu, mais à ton avis, pourquoi les gens regardent des films d'horreur et des trucs angoissants toute la journée? C'est que quelque part, ça les sort de leur vide et ça les sort de leur marasme et de leur mélancolie et de leur dépression et de leur tristesse. Donc je vous passe ça vous parle ou pas, vous le prenez ou pas, mais voyez ce que vous venez nourrir, quoi, parce que ce que vous bouffez, c'est ce que vous alimentez, quoi. Donc, et puis du coup, assumez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Moi, personnellement, je ne regarde aucun film interdit aux moins de 10 ans. C'est comme ça. Voilà, j'aime les trucs humoristiques. Je n'ai jamais regardé un film d'horreur de toute ma vie. Maintenant, je ne regarde même pas les films d'action. Je le sais que ça va pas me plaire. Et en fait, quand j'étais petite, je pensais que j'étais pas courageuse parce que je regardais pas ça, etc. Et en fait, non, c'est parce qu'on a une capacité de visualisation qui fait qu'on perçoit ça comme du réel. Et donc, du coup, moi, j'ai fait le choix de savoir que ça ne m'apporte rien de bon, ça m'apporte trop de négatif. Et donc, du coup, voilà, il y a des films que je ne regarde pas et je fais le choix. Et les gens qui me connaissent le savent. Voilà, moi, je regarde les films d'animation, les comédies, les trucs romantiques et c'est tout. Et après, ça veut dire aussi t'imposer. J'ai envie de dire bordel, mais genre, voilà, on s'en fout qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais les gens, ils vont dire que je suis une chochotte. On s'en fout, tant pis pour eux. Fais ce qui est bon pour toi. Je dis toujours à mes coachés une phrase que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est tu mérites le meilleur et ceci est non négociable. C'est ma phrase fétiche. Mais ça, c'est toi qui dois l'honorer. À un moment, si tu laisses entrer tu le sais que c'est pas bon pour toi et tu y vas quand même. Mais du coup, mets les limites. Ne regarde pas les films d'horreur si ça te fait du mal. Ne regarde pas les infos si ça te fait du mal. Ne fréquente pas cette personne si à chaque fois que tu le vois, c'est quelqu'un qui te rend malade et que tu ne supportes pas. Voilà. Prends soin de toi. Vous méritez le meilleur. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Parmi les piliers de l'hypersensibilité... Attends, celle-là, elle est longue. L'hypersensibilité peut-elle être une cause de mauvais choix en amour, par exemple, choisir un pervers narcissique, etc. On n'a pas la fin de la question. Alors, l'hypersensibilité en amour et les mauvais choix, je pense que c'est toujours pareil. C'est quelque chose que tu as évoqué, Louise, qui est intéressant, c'est que déjà, si vous vous mettez dans une posture de sauveur, alors là, bonjour le pervers narcissique. Pourquoi? Parce que vous voulez essayer d'aider les autres à devenir des meilleures personnes. Oui, mais est-ce que eux veulent... Qu'est-ce que vous apportez? Pour moi, la relation d'amour, puisque c'est ce qui est évoqué, c'est deux êtres qui sont bien dans leur vie et qui décident de la partager ensemble. Et en fait, quand déjà dans ta vie, tu souhaites sauver l'autre, le changer, le modifier, généralement, c'est ce qui crée d'énormes difficultés en amour, parce que justement, tu te poses pas en tant que partage, mais en tant que je vais te sauver. Et on le sait, ce triangle victime, bourreau, sauveur,
c'est un triangle de la mort. Il y a une influenceuse qui dit, je crois que c'est Margot Klein qui dit, c'est le triangle de la merde. Bah, c'est pareil. C'est que vraiment, tu n'es pas là pour sauver ton conjoint. Tu n'es pas là pour sauver tes clients. Tu n'es pas là pour sauver le monde. À part si tu t'y mets dans une mission et tu fais juste de ton mieux, mais tu n'attends rien en retour. Mais par contre, si tu veux sauver ton conjoint pour avoir de l'amour en retour, en général, c'est là que les pervers narcissiques se régalent et flottent dans cet environnement-là. Donc, aime-toi, toi, fais-toi confiance, travaille sur ça et sélectionne quelqu'un qui t'aime tel que tu es, qui ne va pas te rabaisser, qui ne va pas t'humilier et que tu ne chercheras pas, toi, à rendre meilleur, mais simplement que toi aussi, tu vas prendre parfaitement tel qu'il est. L'hypersensibilité peut être une cause de mauvais choix en amour, par exemple, choisir un pervers narcissique. Ce terme de mauvais choix, en fait, moi, j'ai un peu un problème avec les concepts de mauvais choix. C'est un truc qui me parle pas du tout et ça reste encore une fois dans cette dualité mauvais, bon, etc. C'est quelque chose qui m'exaspère en ce moment. Mais le mauvais choix, il n'y a pas de mauvais choix. Si tu es allé là-dedans, c'est que tu es allé chercher quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que tu es allé chercher dans cette relation avec ce pervers narcissique ou cette personne, je sais pas quoi. Pour moi, c'est ça la question. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-dedans? Quand on fait des choix de partenaires, on va reproduire inconsciemment un schéma infantile pour avoir l'occasion de le régler, enfin de régler cette problématique-là dans le présent, quoi, quelque part. Donc, quelle problématique t'es allé régler inconsciemment en choisissant cette personne? Mais ça ne sera jamais un mauvais choix. Ça sera toujours ton choix à ce moment-là, inconsciemment, pour gérer quelque chose. Une opportunité pour toi de transcender quelque chose que tu as besoin de transcender ou de comprendre ou de dépasser. Donc, essayez de sortir de cette dualité bon, mauvais, positif, négatif. Tout est juste, tous vos choix sont justes et vous êtes exactement là où vous devez être, quoi. Même si la situation est extrêmement difficile. Et ça veut pas dire restez-y, ça veut dire que vous y êtes allé pour quelque chose. Et peut-être que c'est le moment ou pas pour vous d'en sortir. La sensibilité est un atout pour comprendre plus les émotions des gens avec malheureusement le regard des autres. Vous me dites pas, il n'y a pas de question là. Outre joie et peine, qu'en est-il des émotions telles que colère et injustice? C'est marrant que tu aies parlé de l'injustice et que pour toi c'est quelque chose de très présent chez les hypersensibles. Pourquoi cette question d'injustice est particulièrement présente? Alors moi personnellement, c'est quelque chose que je trouve beaucoup chez mes coachés qui ont ce besoin de justice. Apparemment, c'est vraiment une valeur haute, très présente. Et donc en fait, elle dit outre joie, peine, qu'en est-il des émotions telles que colère ou injustice? Après, les émotions des hypersensibles sont les émotions humaines, hein, c'est-à-dire la joie, la peur, la tristesse, la colère et toutes leurs déclinaisons. Donc la question étant, les hypersensibles ressentent de toutes les autres émotions eux aussi, comme tout le monde, peut-être avec beaucoup d'intensité. Et là, on retrouve le même sujet, c'est-à-dire que le problème, c'est pas la colère, c'est qu'est-ce qui provoque cette colère. Moi, je trouve ça cool de se mettre en colère, enfin, je veux dire, ou la peur, c'est bien d'avoir, enfin, les émotions primaires, vraiment, c'est les quatre émotions principales, donc la joie, la peur, la tristesse, la colère, c'est des émotions utiles. Bien sûr. Si la peur n'existait pas, on se jetterait dans le vide comme des gros maboules. Enfin, je veux dire, ça nous sert la peur, ça nous sauve la vie. Donc, votre question, c'est pas qu'est-ce qu'on fait avec la colère, qu'est-ce qu'on fait avec la justice, c'est qu'est-ce qui vous provoque ça et est-ce que c'est bloquant? À quel niveau tu mets ton curseur d'émotion? Donc c'est ça, c'est est-ce que cette colère, elle est tous les jours hyper bloquante et elle te fait péter des trucs, ou est-ce que ça t'arrive de te mettre en colère et c'est pas grave, c'est pas bloquant, tu t'apaises, tu travailles sur toi, etc. Tout comme la peur. Donc les émotions ne sont pas un problème, c'est qu'est-ce qui les provoque, est-ce qu'elles sont bloquantes et est-ce qu'elles sont envahissantes? Ouais, tout à fait. Encore une fois, cette question, je sais pas ce que vous vouliez dire vraiment par là. Essayez je vois à quel point c'est difficile pour vous aussi de formuler des questions. Surtout qu'on sait que c'est des questions courtes, donc c'est pour vous, ça fait esprit de synthèse, mais essayez de nous mettre quelque chose qui soit court et auquel on puisse répondre au plus proche de vos attentes. L'hypersensibilité peut-elle rendre déconnecté de soi-même, j'imagine qu'elle veut dire. Soi-même. Alors, je pense pas, parce que les hypersensibles sont principalement des gens extrêmement... Alors, je vais reprendre mon idée au départ. Il y a des gens qui expliquent qu'en fait, donc on est hypersensible à notre naissance. Il y a une part d'inné et il y a une part d'acquis.
Ce qui est très possible, c'est que par contre, vous ayez vécu dans un environnement qui ait diabolisé votre sensibilité et que du coup, vous ayez encapsulé, renié, bloqué cette sensibilité. Pour vous protéger, pour vous défendre, pour grandir, peu importe l'environnement, en fonction de ce que vous avez vécu, et c'est tout à fait ok. C'est ok, c'est parfait, comme j'aime bien le dire. Donc, dans ce genre de situation, c'est possible que tu te sois déconnecté de tes émotions ou de toi-même par protection, en pensant que tu n'étais pas comme il fallait être en étant hypersensible. Et donc, du coup, cette reconnexion est possible. Et dans ce cas-là, c'est toujours pareil, mais par contre, je pense qu'en tant qu'hypersensible, une fois que tu reconnectes ça, que tu prends confiance en toi, que tu apprends à t'aimer et à t'honorer en tant qu'hypersensible, au contraire, on est plutôt hyper connecté à soi-même, de par notre hypersensorialité, de par nos émotions, les nôtres et celles des autres. Donc voilà, au contraire, c'est aller se reconnecter, mais c'est possible que tu aies été déconnecté par ce que tu as vécu, ce que tu as dû te protéger. Super réponse. Comment aider une amie? Alors, comment aider une amie dans une relation avec un pervers narcissique? Alors là, on sort un petit peu du cadre de l'hypersensibilité, parce qu'effectivement, c'est tout un contexte de qui est cette personne. Est-ce que c'est toi qui as détecté que c'était un pervers narcissique? Est-ce qu'elle est en souffrance? Est-ce qu'elle veut être aidée? Et il y a une vraie question qui pour moi est associée à ça, c'est que si elle demande de l'aide et que quand tu proposes des choses, oui, bah dans ce cas-là, être à son écoute, l'aider dans tout ce que tu peux faire, c'est-à-dire bah, la considérer, écouter ce qu'elle dit, écouter ce qu'elle ressent. Si elle a besoin de toi, pouvoir la conseiller, peut-être la réorienter vers des gens qui peuvent l'aider à sortir d'une relation d'un pervers narcissique. Ce qui peut arriver, et ce qui arrive souvent, si je me trompe pas sur les relations de pervers narcissiques, c'est que généralement, les femmes ou hommes, mais là, amis est écrit IE, qui sont sous la coupe d'un pervers narcissique, peuvent avoir une période de déni où elles ne veulent pas d'aide. Donc c'est toujours pareil, la question c'est comment aider quelqu'un. Bah, si elle demande de l'aide, c'est l'aider, faire de ton mieux. Si elle ne souhaite pas être aidée, tu peux essayer, mais tu ne peux pas, on revient sur la responsabilité, tu ne peux pas faire les choses pour les autres. Donc tu peux faire simplement de ton mieux, ce sera déjà énorme. Comme tu as dit, est-ce que c'est qui a dit que c'était un pervers narcissique? Pervers narcissique, c'est un mot dans lequel tout le monde qui n'en sait rien met tout et rien à partir du moment où quelqu'un est un peu manipulateur, un peu pervers ou un peu narcissique. On va dire que c'est un pervers narcissique. En vrai, les pervers narcissiques sont extrêmement rares. En revanche, les pervers, les gens pervers et narcissiques existent et sont nombreux. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont pervers narcissiques. Donc, mais en gros, j'imagine que vous voulez dire une relation nocive ou que vous considérez être toxique pour cette personne. Pourquoi vous voulez l'aider? Qui tu transfères sur ton ami et à qui elle te fait penser et qui est-ce que tu veux sauver et pourquoi tu veux la sauver et pourquoi tu mets ton énergie là-dedans alors que c'est son choix à elle. Mais oui, c'est très difficile d'être face à son impuissance dans ce genre de cas-là, quoi. Et en général, je sais pas si vous m'entendez toujours. Tu m'entends toujours, Elise, ouais. quand je regarde ouais. En général, la personne, si vous voulez l'aider, elle va souvent vous rejeter. Hein. À mon avis, c'est vous qui allez sauter et pas le pervers narcissique, en l'occurrence. Pouvez-vous détailler le sujet capacité de visualisation que tu as évoqué, Elise? Ah, salut Astrid. Alors du coup, la visualisation, c'est un sujet sur lequel je travaille, qui est encore expérimental, parce que j'ai pas encore de réponse. C'est quelque chose que j'aimerais mettre à l'essai en étude. Mais aujourd'hui, j'ai découvert la Fantasia. La Fantasia. Je ne sais pas, je crois que ça s'écrit PH. Donc c'est la fantaisie en français. C'est c'est en fait quelque chose qu'on a découvert que certaines personnes étaient en incapacité de visualiser quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques mois à peine et qui était très intéressant, sur lequel j'ai commencé à étudier. Et donc en fait, si tu veux, si tu dis aux gens ferme les yeux, imagine une pomme dans ta tête, croque dedans, de quelle couleur elle est, bon elle était rouge, maintenant tu l'as fait devenir verte, et toi-même tu vas pouvoir dire à quel point de 0 à 10 tu as trouvé ça réel. Et en fait, la fantaisie, c'est le fait d'être en incapacité complète de pouvoir visualiser une image dans sa tête, si je résume. Et en fait, j'ai remarqué
Mais là encore, c'est à l'étude. Donc, ce que je fais, c'est que par exemple, pour mes coachés, je teste au cas par cas toujours qu'elles aient ça. Je me suis demandé s'il n'y avait pas de l'hyperfantaisie, c'est-à-dire une hyper capacité de visualisation, qui est fréquente chez les ultrasensibles notamment. Parce qu'en fait, on a cette capacité de visualisation qui est tellement intense que quand tu imagines une image dans ta tête, elle te paraît réelle. Donc voilà. Et donc, en fait, je suis en train d'étudier ce sujet sur cette capacité de visualisation qui peut être propre. Mais alors là, ça n'est que mes mots, c'est encore en cours d'étude. Et qui fait que j'utilise ça aussi parce que la capacité de visualisation, contrairement à ce qu'on aurait pu croire par le passé, n'est pas la même pour tout le monde. Et donc, alors, j'ai lu, je travaille avec une association sur l'hypersensibilité où il y a des hypersensibles aphantésiques, donc c'est-à-dire vraiment qui n'ont pas cette capacité de visualisation. Mais quand c'est le cas, j'en fais appel à dans mes coachings, j'utilise cette forte capacité de visualisation qui est pour l'instant assez régulière et assez fréquente avec les gens avec qui je travaille pour visualiser le positif, pour voir les choses différemment, pour, comme quand on travaille avec la posture et le corps, travailler avec une image qui va créer des émotions positives ou qui va apaiser des émotions négatives, etc. J'espère que j'ai répondu un petit peu au sujet. Ouais, et puis surtout, regarder en effet, moi ce que j'aime bien aussi de faire pendant les stages et pourquoi j'aime bien aussi passer par plusieurs outils, c'est qu'en effet, vous allez voir que, par exemple, pendant une visualisation, vous visualisez rien. Enfin, pour le coup, des visualisations guidées, hein, donc des sortes de méditations guidées, mais qui sont plus des visualisations. Vous allez rien voir. En revanche, avec le corps, ça va bouger. Vous allez voir qu'il y a des choses qui bougent. Ou inversement, vous allez absolument avoir besoin de la parole et du cercle de parole, et la médecine de la parole va beaucoup vous parler. Ou au contraire, ça va être par l'écriture que pour vous va y avoir une catharsis, catharsis, je sais pas comment on dit, qui va se créer avec l'écriture. Donc c'est pour ça que j'aime bien ces stages, parce que ça permet de passer par différentes choses, mais vous aussi chez vous, vous pouvez simplement les expérimenter, voir comment vous vous sentez quand vous avez une émotion qui monte, simplement vous allonger, respirer, ou danser, ou écrire ce qui se passe, ou tout de suite appeler une copine et en parler. Voyez quel est votre média aussi qui fait que vous arrivez à extérioriser, quoi. Et certains seront kinesthésiques, comme tu dirais, et certains seront dans la visualisation, ou certains seront auditifs. Enfin voilà, là c'est un peu, je rentre dans des trucs d'hypnose, mais ça vaut pour tous les sujets, quoi, finalement. Mais du coup, je complète parce que ce que demandait Astrid aussi par rapport au fait que je l'ai évoqué tout à l'heure quand on parlait des films. Et en fait, j'ai remarqué que moi, j'avais cette hyper capacité de visualisation. Et en fait, je ne fais pas la différence entre la fiction et la réalité. Et donc, en fait, enfin, même si je l'ai mentalement, je veux dire, je le conçois mentalement. Mais quand je me laisse aller et que je regarde un film, je suis tellement dedans que pour moi, il se passe la réalité. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que je me coupe de ce qui est trop négatif, etc. Parce que pour moi, la fiction, si elle est volontairement violente ou négative ou triste, je le ressens, j'ai du mal à mettre de la distance de par cette visualisation qui pour moi est la réalité. Alors, comment ne plus ressentir dans son corps, ventre noué, les émotions, ne plus subir? Alors là, on est sûrement sur ton domaine beaucoup plus que le mien. Je vais faire une première réponse, mais là, je pense que Louise saura largement vous aiguiller. Ce qui compte, c'est que si ton ventre est noué, alors moi je travaille beaucoup avec le dictionnaire des mots et de la maladie que j'aime beaucoup, surtout pour ce qui est récurrent. Et c'est qu'est-ce que tu ne digères pas dans ton ventre noué. Et en fait, l'idée c'est, et on revient sur le sujet qu'on a dit tout à l'heure, l'idée c'est pas de ne pas ressentir les émotions. C'est pourquoi tu les bloques dans ton ventre. C'est qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas. Et en fait, on n'est pas dans encapsuler, contraindre, arrêter d'avoir des émotions. Les émotions sont humaines, elles sont là. Il faut que vous les acceptiez, il faut que vous les viviez. Mais par contre, s'il y a un problème de digestion d'émotions, de ventre noué, vos émotions vous parlent, votre corps vous parle, et c'est qu'à mon avis, il y a un message. Mais oui, il n'y a rien à rajouter de plus. Comment ne plus ressentir dans son corps les émotions? Ne plus les subir. C'est pas pareil de ne plus subir et de ne plus ressentir, déjà, je crois. Ventre noué, oui, le ventre c'est le centre émotionnel, donc évidemment, qu'est-ce que vous nouez? Qu'est-ce qui est noué? C'est quoi le nœud? Ça je peux pas, c'est pas un travail que je peux faire là en live avec vous, quoi. On arrive aussi un peu aux limites des lives sur ce genre d'émotions, parce que je peux pas faire le boulot là tout de suite, et ne plus subir. Mais je crois qu'on subit quand on lutte.
aussi. À partir du moment où on laisse aussi de l'espace et où on se dit j'ai le droit et je m'autorise et c'est ok, comme tu dis c'est ok et c'est parfait, bah il y a plus de combat avec l'émotion, on lui ouvre la porte, hein, comme je dis toujours, c'est l'émotion, c'est quelqu'un qui tape à ta porte et qui veut te dire quelque chose. Si tu le laisses à la porte et que tu lui ouvres jamais la porte, il va te finir par te crever ta porte, enfin te faire, voilà, t'exploser quoi, la cocotte minute, il va te défoncer ta porte et il va te dire, bah maintenant tu m'entends ou tu m'entends pas. Et ça, c'est quoi? C'est les maladies. Les maladies, c'est des choses qui explosent nos portes quand on n'a pas voulu entendre les petits toc toc toc, toc toc toc. Donc, qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette émotion? C'est pourquoi vous l'acceptez pas, pourquoi vous l'écoutez pas. Donc ressentir et subir, c'est pas pareil. Je pense que le jour où vous allez arrêter de lutter, vous allez arrêter de subir, mais pour ça, il faut passer par l'acceptation de la vague et ressentir. Mais on coupe de ses émotions parce qu'on a peur de mourir, hein. Donc, la sensibilité est un atout pour comprendre plus les émotions. Donc ça, c'est pas une question. Parmi les piliers, gérer ses émotions a l'air plus dur que gérer son empathie. Ouais, tout ça. Bah, on va prendre cette dernière question. Il est 53. Ouais. C'est pas vraiment une question, mais oui, je crois que ça résume un peu. Parmi les piliers de l'hypersensibilité, gérer ses émotions a l'air plus dur que gérer son empathie. Ça dépend des personnes. Exactement, on a dit. On ne parle que pour soi, Sandrine, on ne parle que pour soi. Peut-être que pour toi, c'est plus facile. C'est plus facile de gérer ton empathie que de gérer tes émotions. Pour d'autres, ce sera plus difficile, l'inverse. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose, Élise, peut-être alors attends, hein, pardon, tu m'entends toujours? Ouais. Ouais, est-ce que tu veux je regarde en même temps que je regarde les gens s'ils ont laissé des commentaires dans le chat, mais là, comme on va bientôt finir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager? Oui, si je devais faire un mot de la fin, c'est l'hypersensibilité est une façon de fonctionner, n'est pas une maladie. Et en fait, pour moi, c'est un point de départ. C'est-à-dire, apprenez à comprendre votre hypersensibilité. Et c'est comme je le disais en début de live, moi, je travaille pas sur l'hypersensibilité, je fais pas des masterclass dessus. À la limite, le moment où j'en parle le plus comme ça va être dans ces lives parce que la prise de conscience est le début du changement. C'est ce sur quoi je travaille en coaching. Et après, la confiance en soi permet simplement d'aller réaliser ce que vous voulez. C'est-à-dire que l'hypersensibilité, c'est ni une excuse, ni un vecteur différenciant, c'est un fait. C'est un fait, vous êtes hypersensible et vous êtes parfait comme ça. C'est votre nature. Et en fait, une fois que vous avez accepté, c'est le début du chemin. C'est le début de comment je m'en sers pour ce qui compte vraiment pour vous. Donc en fait, prenez confiance en vous et prenez le temps de comprendre cette hypersensibilité. Mais pourquoi? C'est juste le début, ça. C'est qu'on cherche pas à vous faire un truc live, un truc scientifique sur l'hypersensibilité. C'est le démarrage. Ensuite, ce qui va compter pour vous, c'est réaliser votre vie de rêve, trouver votre bonheur. C'est vraiment super important de se dire, on travaille, en tout cas moi je travaille avec les femmes hypersensibles parce que c'est ma façon d'avancer et c'est les personnes que je connais le mieux et que j'aide le plus, sur leur confiance en soi parce que c'est effectivement ce qui leur manque pour se réaliser. Mais l'objectif, c'est quoi? Votre objectif, c'est trouver votre bonheur. Et votre bonheur, c'est comme votre hypersensibilité, c'est unique. C'est aller chercher ce qui va vraiment vous rendre heureuse, vous épanouir, vous sentir bien. Et une fois que vous avez compris ces bases-là, vous pouvez travailler pour aller réaliser tous vos rêves professionnels, personnels, d'argent, en amour, en amitié, sur la sexualité. Tout l'important, c'est de se dire qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est votre point de départ. Ne vous arrêtez pas à ça, réalisez-vous vraiment. Trouvez votre bonheur. J'ai une dernière question là qui est venue, qui est intéressante dans le chat. Ouais. Est-ce que l'hypersensibilité est de naissance? Alors oui, il y a alors toujours pareil du coup comme sur des sujets, tu peux trouver des gens qui vont avoir des écoles différentes, mais on va dire que la grande majorité des gens s'accordent pour dire à notre naissance nous sommes hypersensibles. Et en fait, t'as même des gens qui ont un discours encore différent qui est tout le monde n'est hypersensible. Et donc, t'as un petit peu différentes façons de penser. T'as des gens qui pensent que toute la planète est hypersensible. Simplement, il y en a qui s'y reconnectent et d'autres jamais.
ou d'autres partiellement. Et il y en a qui vont te dire non, en fait, l'hypersensibilité, c'est 30% de la population, mais c'est de ta naissance. Et après, ça peut être soit encapsulé par la société, par ce que tu traverses, par tes épreuves, soit non. Ouais. Donc voilà, donc effectivement, mais on est plutôt sur en tout cas quelque chose qui est que tu as en toi depuis toujours, et d'où ce fait que c'est quelque chose comme un fonctionnement et qu'il faut juste réussir à s'y connecter et à s'en servir. Ça me fait vraiment penser, enfin ça me fait faire ce parallèle vraiment avec un peu le noyau psychotique qu'on a tous vraiment à la naissance, quoi, et ensuite on commence à mettre un peu des défenses névrotiques autour pour s'adapter à la société, hein, pour tous pouvoir fonctionner ensemble. Et puis les psychotiques qui n'ont pas eu assez de défenses névrotiques, bah on les enferme, on les met en HP, hein, les psychotiques, ils sont pas adaptés, donc voilà. Et finalement, c'est comme si, enfin, ça me fait vraiment faire ce parallèle quand tu dis les hypersensibles de naissance, et ensuite ceux qui ont gardé ce truc-là en eux, ou ceux qui se sont finalement bien compensés, quoi. Enfin, comme on dit, bien compensés, c'est-à-dire qui ont mis beaucoup de compensation névrotique autour, quoi. En gros, qui ont bien caché leur folie. En gros, les névrosés, nous, toi tu dis les hyposensibles, nous en psy on dit les normovrosés. Alors, il y a 3 catégories, du coup, qui seraient hyposensibles, sensibles, hypersensibles, généralement. Mais en plus, okay. T'as un peu les normaux pensants, souvent, qui est utilisé. Voilà. Ou les neurotypiques aussi, je crois que c'est utilisé. Enfin, ces termes, ils me font rire. Ils me font rire, les normovrosés, les machins, les trucs. Enfin, ça me fait rire, mais du coup, oui, ça me fait penser à ça. En effet, les normovrosés, comme nous, on les appelle, c'est-à-dire les gens, tu les retrouves dans les banques, tu les retrouves dans les entreprises, des gens très adaptés à la société, quoi, ultra adaptés, donc pas beaucoup de créativité, pas beaucoup de liberté intérieure, pas... Voilà, très très adaptés, quoi. Nous, on va les appeler les normovrosés, quoi. Donc ça me fait penser à ça. Je regarde le need gap qui est au-dessus de moi, versus les hypersensibles et les hyposensibles. Donc c'est intéressant de dire que tout le monde est né peut-être avec une base qui est la même, et qu'ensuite on se protège plus ou moins du monde extérieur, et plus on met de protection, et plus on solidifie nos défenses, et plus et peut-être moins, du coup, on est connecté à cette sensibilité-là, quoi. Je crois vraiment une grosse partie du travail thérapeutique, c'est aussi de comprendre ces défenses qu'on a, et de les j'ai pas envie de dire les faire péter, parce qu'on veut pas que les personnes décompensent, hein, justement fassent des décompensations psychotiques, mais les déverrouiller un tout petit peu, ou leur apporter en tout cas un peu de souplesse, que tu disais que peut-être les hypersensibles ont, quoi. On n'est pas fragile parce qu'on casse pas, mais non, on est, au contraire, on est plutôt comme le roseau. Ouais, exactement. Ouais. Tout à fait ça. Et après, le tout étant de savoir quand est-ce que tu choisis de t'adapter parce que c'est bon pour toi, ou quand est-ce que tu te suradaptes, et dans ce cas-là, il ne faut pas le faire. Bien sûr, bien sûr. Pensez-vous que les schémas de reproduction de situation, relations soient d'autant plus difficiles à gérer lorsqu'on est hypersensible? Est-ce que les schémas de reproduction de situation dans les relations sont plus difficiles à gérer lorsqu'on est hypersensible? Je sais pas si est-ce que c'est plus dur de fait de répéter toujours la même erreur, hein, c'est ça? Comme j'ai pas la question. Gérer des situations de reproduction de son enfance, j'imagine, qui parle. Est-ce que cette situation-là est plus difficile? C'est toujours pareil. Après, la question, c'est juste trouver la solution. C'est-à-dire qu'après, que ce soit plus difficile, moins difficile pour les hypersensibles, au bout d'un moment, on s'en fout. Si t'es hypersensible, comment tu vas trouver pour t'en sortir? Si tu subis ça sans être hypersensible, comment tu vas le trouver ça pour t'en sortir? Ce qui compte, c'est pas est-ce que c'est plus difficile ou moins difficile pour les autres, c'est comment c'est pour toi et comment tu peux sortir de ça. Et je pense que c'est la seule question à se poser. Je sais pas si c'est plus dur pour les autres ou pas. En plus, c'est vrai que moi, je suis forcément biaisée parce que j'ai ma propre sensibilité. Moi, je suis hypersensible, donc si tu me dis comment pense un hyposensible, je peux m'intéresser, je peux lire, je peux interviewer, mais je peux pas ressentir et comparer les ressentis. Donc, concentre-toi sur, toujours pareil, responsabilité, concentre-toi sur là où toi tu as de l'action. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Il faudrait que je sois à double. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir, quand t'as dit au début, je leur fais passer un entretien, enfin, je vois vraiment avec qui j'ai envie de travailler, etc. Et c'est un choix conscient, etc. Alors, moi, non, hein, quelqu'un prend rendez-vous avec moi et je prends rendez-vous avec lui, quoi. Y a pas de sélection. Mais j'observe quand même quelle personne j'attire, hein.
comme patient. Encore une fois, mon superviseur, l'autre jour, il me disait, il me l'a toujours dit d'ailleurs, on a les patients qu'on mérite. Mais il le dit en rigolant comme ça, mais sous-entendu, toi, tu vas attirer tel type de profil, toi, tu vas attirer tel type de profil. Les gens, je crois qu'on n'a pas un panel infini. Enfin voilà, moi, quelqu'un de très rigide, de très obsessionnel et de très compensé au niveau névrotique, il va pas venir me voir moi. Non, je pense pas, parce que forcément tu vas travailler avec les personnes qui t'inspirent, à qui qui fait résonner quelque chose en toi. Donc déjà, si c'est forcément systématiquement l'inverse, moi j'avoue que je fais un tri parce qu'en fait, j'accompagne les gens une année, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de m'assurer que la personne soit prête pour cette transformation, soit prête pour tout ça et qu'il y ait ce truc-là. Après, à terme, je pense que je ferai des formations en ligne ouvertes à tous, donc ça répondra à ce besoin. Mais effectivement, la question, c'est plutôt, t'attires à toi les gens qui résonnent avec ce que tu partages, avec ce que tu es. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Bon, il est 7h02, on a commencé à 6h15. Les amis, merci. Du coup, on a fait 1h, 3 quarts, on a fait? Non. Non, on a commencé à 17h. Ça fait 2 heures qu'on est en live. On a fait 2 heures, ouais, c'est ça. C'est qu'on a fait 3 lives, mais il y a eu 2 heures. Merci, mais ça va couper, attention, ouais. Ceux qui ont l'habitude de suivre les lives, en général, ils me disent attention, Louise, il est 50. Vous êtes trop chou, c'est trop mignon, merci, c'est trop bienveillant, cette communauté était top. Merci à tous ceux qui ont été là, vous avez été des amours. C'était un bonheur d'échanger avec vous. Merci pour vos questions, merci pour votre énergie, merci pour votre vigilance sur le timing. Preuve que vous êtes au top. Moi, j'espère vous retrouver très vite. C'était vraiment un bonheur d'échanger avec vous sur tout ça. Ouais. Merci beaucoup. Je vois en tout cas que ce thème a énormément résonné pour faire des thèmes différents chaque jour en live. Je vois que ce thème résonne beaucoup, qu'il y a eu beaucoup de questions, qu'il y a eu beaucoup à dire comme on a fait 2 heures de live. Donc, c'est très intéressant. Merci pour cette belle idée de ce beau thème, tu vois, que j'aurais pas du tout eu sans que tu me le proposes. Donc, c'était une super idée. Je vois que ça résonne avec plein de gens. Oui, donc, trop cool. Merci à tous ceux qui sont passés. Il y a eu tellement de gens. J'ai revu passer tellement de noms. C'était top. Merci à tous. Évidemment, ce live sera dispo comme d'habitude pendant 24 heures sur mon compte en story. Vous cliquez sur en direct. Et puis voilà, si vous voulez prendre rendez-vous avec Élise, vous lui envoyez un message, j'imagine, sur Insta. Venez sur tous mes réseaux sociaux, Élise Pom Pom Girl. Si vous êtes ici, venez plutôt sur Insta. Si vous êtes sur Facebook, en fait, donc mon site internet c'est elisepompomgirl.com, mais venez sur Instagram Élise Pom Pom Girl. Et sinon, LinkedIn et Facebook. Et vous avez cliqué, vous m'envoyez des petits cœurs, des paillettes. Et sinon, Élise Bouskila sur LinkedIn ou sur Facebook. N'hésitez pas à venir parler, regarder les vidéos, voilà, voir si ça résonne en vous. Et je serais ravie de continuer à échanger avec vous sur comment prendre confiance en soi quand on est hypersensible. Et voilà, aligner le cœur et le corps, la tête pour que tout ça vibre pleine de paillettes. Voilà. Merci les amis, comme vous le savez, je vais faire une pause, moi, au niveau des lives et des consultations du 20 au 29. Je vais faire une retraite silencieuse, arrêter de parler, je n'en peux plus de parler, j'ai envie de me taire et écouter le bruit des oiseaux. Donc je vais faire ça pendant 9 jours, j'en ai absolument besoin. Donc pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, on est le combien? Je sais pas, mais du coup ce sera à partir du 30 avril. Super. Voilà, je le dis directement. Trop cool. J'avais fait un live sur ma page Facebook aussi, Élise Pom Pom Girl, comme il y a eu des coupes si nécessaire. J'avais fait ça pour essayer de garder le live plus que 24 heures. On va voir si ça marche parce qu'il y a plus de 2 heures de live. Donc on verra si nécessaire, s'il y a besoin et je t'enverrai le lien avec tout ça. On entend ta voix, même si on peut pas te voir, comme ça au moins vous aurez tous les échanges de Louise, toutes les questions. Merci 1000 fois, merci Élise, merci à tous. On vous embrasse très fort. Merci pour ta générosité. Merci à toi, Louise. C'est toujours un bonheur. Continuer à suivre ces magnifiques lives. Merci. Au plaisir de te revoir quand on pourra se reprendre dans les bras enfin. En vrai. Profite bien de cette pause et bravo de l'avoir mentionné. Je pense que du coup, c'est inspirant aussi de se dire on peut faire des lives tous les jours et puis décider de prendre 9 jours pour soi. Donc, prends soin de toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes questions. Merci pour ce live, pour cet échange. C'était tellement riche. Merci. C'était un bonheur. Ça me nourrit beaucoup et j'ai beaucoup appris, donc j'en suis ravie, vraiment. Top. Merci à tous. Bisous les amis. Plein de bisous. Bye bye. Bye. Et voilà, on a terminé plus de 2 heures de live. Je vais terminer ça. Hop.
Trop cool. C'était top. Merci mes pommes. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient restés 2 heures. Mais franchement, au moins, ça permettra de garder normalement ce live plus de 24 heures. Je vais essayer de publier ça sur Facebook. Si vous êtes là jusqu'au bout, vous êtes incroyable. En même temps, on a délivré tellement de contenu, tellement d'informations pendant ce live. Je pense que c'est une pépite. Sincèrement, vous allez pouvoir apprendre tellement de choses. N'hésitez pas à partager après vos retours au fur et à mesure, même si vous regardez cette émission en replay, d'avoir vos commentaires, vos questions. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Et évidemment, si ça vous intéresse, que vous êtes reconnu dans tout ça, que toi aussi tu veux apprendre à gérer, non pas apprendre à gérer, mais plutôt apprendre à prendre confiance en toi, en tant qu'hypersensible et que tu veux trouver ton bonheur, bah, tu m'écris, tu vas sur mon site internet elysepompommgirl.com et tu vois toute la page pour poser ta candidature et qu'on puisse en parler ensemble. Et puis bah, quant à moi, je vous fais évidemment plein de gros bisous. Encore merci à Louise pour ce temps, pour ces questions. Merci à tous ceux qui ont été présents sur ce live en Facebook et sur Instagram. Et puis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Bam kiss!